On la voit partout, on en entend parler partout, c'est le temps qu'elle sorte de notre tête. Bien, vous tombez bien, justement. Donc, bienvenue au podcast COVID-19 sort de ma tête. Donc, notre podcast a 3 buts particuliers. Comme vous les avez entendus maintenant pour la 4e fois. Donc, premièrement, on cherche vraiment à normaliser les différentes réactions psychologiques qu'on peut avoir à la pandémie. Par la suite, on cherche à déstigmatiser ces différentes réactions-là. Donc, j'espère que vous connaissez le mot déstigmatiser maintenant. Et finalement, donc, on cherche vraiment à bâtir une espèce de résilience collective. Donc, en donnant des trucs et astuces qui viennent de la recherche de cliniciens et d'individus pour vraiment vous aider ou pour vous donner des petits conseils sur comment mieux s'adapter à la pandémie. Donc, je me présente, je m'appelle Marjolaine, je suis étudiante à la maîtrise en psychiatrie et je suis votre co-animatrice comme je l'ai été pour les derniers épisodes sur le podcast. Et je me présente, je m'appelle Rémi Paré-Beauchemin, étudiant à la maîtrise en psychoéducation et je m'occupe du volet résilience de ce podcast. Et je me présente, je m'appelle Justine Fortin et je suis étudiante à la maîtrise en psychologie et aussi votre co-animatrice depuis le début du podcast avec Marjo. Je vais vous présenter nos partenaires une dernière fois qui restent les mêmes, mais on va les renommer. Donc, les fonds de recherche du Québec, sans qui ce projet n'aurait pas pu être possible. Donc, merci d'avoir financé notre projet de podcast. On a aussi nos collaborateurs qui nous aident à avoir du contenu vraiment de qualité sur chacun de nos épisodes. Donc, on tient vraiment à les remercier. Charles Ohaillon des productions Casablanca, Manuela Ferrari et Alain Brunet, chercheur universitaire. Un merci spécial à Romain qui a été là avec nous depuis le début, côté administratif, mais aussi pour la diffusion des podcasts. Donc, un gros merci. Et un merci au studio SF, là, sans qui on n'aurait pas pu enregistrer notre podcast. Donc, merci de nous avoir prêté votre studio. Également, on tient vraiment à vous remercier, vous à la maison, donc de nous avoir suivis depuis le premier épisode, puis d'être resté avec nous, d'avoir pris part à la discussion. On a vraiment apprécié. Donc, n'hésitez pas à commenter aussi dans la section commentaires là, par rapport à comment vous vous êtes sentis par rapport à notre projet. On veut votre feedback. Et un merci spécial aussi à nos invités qui étaient là à chaque épisode et qui ont accepté de venir prendre part à la discussion avec nous, nous petites étudiantes universitaires qui ont dit oui puis qui ont embarqué avec nous. Donc, un gros merci. Et donc, justement, pour clore la série de podcasts en force, donc aujourd'hui, on a abordé une thématique très, très spéciale qui nous tenait beaucoup à cœur, puis beaucoup d'entre vous à cœur aussi, des feedbacks qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, les réseaux sociaux et ses effets sur nos comportements, sur comment on se porte psychologiquement aussi. Et un peu plus précisément, donc, il y a plusieurs sujets qu'on a abordés aussi, dont la haine, la colère et la radicalisation sur les réseaux sociaux. Mais on a aussi parlé en alternative de la civilité sur les réseaux sociaux, qu'il ne faut pas oublier évidemment qui existe aussi. On a discuté de la place des influenceurs et l'éthique qui est associée à ce métier pendant la pandémie. On a discuté aussi d'authenticité à travers les réseaux. Et finalement, évidemment, comme on finit toujours nos podcasts, on a donné des trucs et astuces sur comment mieux gérer, ou en fait, comment peut-être un peu mieux gérer notre consommation de réseaux sociaux pour enlever un espèce de fardeau que ça peut causer sur notre santé mentale. Et puis, comme toujours, pour une dernière fois, pour bien finir l'introduction, je vous laisse entre les mains de notre porteur de bonnes nouvelles, Rémi. Merci, Marjo. Donc, durant la pandémie, ça apporte évidemment plusieurs défis. Mais encore une fois, la résilience et l'ingéniosité humaine sont présentes. On est fort pour s'adapter, que ce soit par exemple avec le télétravail, que ce soit les cours en ligne, que ce soit même la télémédecine. On est créatif devant l'incertitude. Une bonne nouvelle qui ressort de la COVID, justement, c'est que plusieurs ça leur permet d'en tirer des leçons qui sont super significatives pour leur vie et qui pourraient perdurer après la pandémie. Un exemple de cela, c'est que, par exemple, de repenser à la valeur de certaines choses une fois qu'elles sont un peu moins disponibles. Il y en a plusieurs, par exemple, que ce n'est pas qui revoient d'un tout nouvel œil les dépenses faites avant la pandémie. Fait que c'est pas, par exemple, le magasinage qui leur manque, mais plutôt des choses que l'argent ne peut pas acheter, comme être en santé, se sentir en sécurité et, évidemment, passer du temps avec ses proches et sa famille. D'autres réalisations, en fait, c'est que la vie passe trop vite. Donc, c'est pas ce qu'on a dans notre vie qui importe, mais qui on a, un peu pour faire du pouce, ce que je venais juste de dire. Et d'autres leçons, c'est par exemple l'importance de prendre soin de sa santé mentale. Aussi qu'on a le droit à nos émotions. Des fois, je pense qu'on oublie ça, qu'elles soient positives ou plus difficiles, on a le droit de les ressentir. Puis c'est important de trouver des manières de soit d'en parler, soit de les exprimer. Et aussi de trouver des activités qui nous plaisent pour prendre soin de soi.
Oui, puis ça, en fait, je vous invite à la maison, si vous n'avez pas encore vu nos 3 premiers podcasts. Donc, on discute vraiment un peu plus en profondeur des différentes réactions psychologiques. On explore les réactions émotives, on explore vraiment les réactions physiologiques, donc le stress et l'anxiété. On explore aussi les réactions comportementales et comment se tourner vers des activités pour mieux s'adapter. Donc, on rentre vraiment justement dans ces choses-là en profondeur. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous ne les avez pas encore vus, on vous invite fortement à retourner les voir. Merci. Et vous, à la maison, est-ce que vous avez réalisé ou appris des choses quand même assez significatives durant la pandémie? Ça nous intéresse de le savoir. Donc, si vous voulez nous laisser savoir dans la section commentaires de ce podcast, de YouTube, en fait, écrivez-nous. Et pour terminer, je pense qu'un petit message qui est important, c'est que des fois, la solitude qu'on peut ressentir durant le confinement, c'est important de ne pas l'interpréter comme du rejet, de l'abandon ou de l'impuissance. Donc, je vous souhaite et je nous souhaite un bon podcast. Donc, à travers la pandémie et les différentes restrictions qui ont été associées, incluant le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont tournées un peu vers les médias, les réseaux sociaux pour une panoplie de raisons, en fait. Donc, que ce soit pour obtenir de l'information sur la pandémie, que ce soit pour prendre des nouvelles de nos proches, que ce soit pour voir ce que nos influenceurs préférés ont partagé comme contenu, ou même se divertir. En gros, il y avait vraiment toutes sortes de raisons qui nous poussaient un peu plus vers les médias sociaux, peut-être un peu plus qu'avant, à discuter aujourd'hui. Mais dans le fond, aujourd'hui, on veut un peu se pencher sur, en fait, c'est quoi les impacts de cette utilisation-là sur notre humeur, sur notre bien-être, évidemment, bien d'autres choses, évidemment, peu importe où la discussion nous amène. Mais aussi, on aimerait discuter comment est-ce qu'on peut bien utiliser les réseaux sociaux pendant un contexte de pandémie. Puis pour prendre part justement à la discussion, on a 2 invités très, très spéciaux qu'on est super contents d'avoir avec nous. Donc, en premier, on a Alexandre Coutan. C'est un professeur au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Donc, également, il est chercheur au laboratoire sur la communication et le numérique. Donc, vraiment dans le bain du sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. Et on a Charlie. Charlie, qu'on connaît aussi sur le nom d'ici Charlie. Donc, elle fait des vidéos vraiment pognantes sur justement le rôle des influenceurs. Puis ça s'est sorti vraiment pendant la pandémie, donc on a suivi ça, puis on a vraiment hâte d'avoir ton opinion parce que t'as pas la langue dans ta poche, puis on aime vraiment ça. Non, vraiment pas. Donc, merci d'être là avec nous. Juste pour commencer, est-ce que vous avez peut-être une anecdote qui s'est passée pendant la pandémie que vous voulez partager, là, que ce soit drôle ou moins drôle, mais on espère un peu plus positif? Mais moi, j'ai fallu que je recherche dans mes stories, là, parce que j'étais comme, y a-tu eu des affaires drôles dans l'année? Puis je pense qu'une des affaires comme le plus fun que j'ai trouvé, c'est que dans le premier confinement, tu sais, les balles étaient annulées, tout ça. Puis mon copain puis moi, en plein confinement, on s'est dit, on se fait un petit bal de finissant, fait que genre robe longue, tu sais, chemise, tout. On s'était fait un party complet, juste nous deux, là, on le fait plus. Là, on a perdu un peu on s'est relâché, mais au début, on essayait vraiment. Puis en solidarité pour les secondaires 5, on avait fait notre petit bal à nous deux. Pour aucune raison. Nice. Si on l'avait déjà fait, notre bal, mais en tout cas, c'est pas mal la seule. Non, mais c'est vraiment une bonne idée. Je regarde ça maintenant, puis je suis comme voir que je faisais ça en mai. Puis Alexandre, est-ce que t'as... C'est vrai, pareil, trouver drôle, c'est quand même, parce que c'est quand même une situation difficile là, mais peut-être optimiste au moins. C'est parce que moi, depuis que je fais des recherches sur Internet ou sur les médias sociaux, en fait, la question c'est toujours est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont mauvais. Et puis en recherche, on essaie de dire c'est plus diversifié que ça. Et puis il y a plein de choses en fait. Et vraiment donc on suivait ce que les gens faisaient en ligne vu qu'ils pouvaient pas faire grand chose en dehors. Et ça a vraiment permis de beaucoup repérer à quel point c'était très varié. Il y avait plein d'entraide. Il y avait plein de solidarité, il y avait plein d'apprentissage collectif, donc il n'y avait pas que des gens qui tenaient des propos extrêmes ou qui s'insultaient les uns les autres. On voyait aussi à quel point il y avait aussi plein de solidarité. Et puis je pense que c'est des choses, faut vraiment les mettre en avant pour rappeler ça peut aussi être ça. Et puis c'est un moment dur, une pandémie comme ça, donc c'est aussi des moments où on peut réfléchir sur ce qu'on veut devenir collectivement par la suite et tout. Et il y a eu plein de belles pistes qui étaient en ligne. Surtout au début, j'ai l'impression. Au début, on dirait qu'on cherchait, comme on donnait des
des listes d'idées, de trucs à faire. Moi, je partageais tout le temps ce que je faisais. Comme, c'est ça, je fais de la peinture. Ils sont tous comme cachés dans le fond d'un garde-robe. Maintenant, ils sont horribles. Je pourrais essayer de les vendre un jour. Mais ça peut valoir cher plus tard. Peut-être un jour. On sait jamais. Si un jour ça vaut cher, là, wow, je vais être fière de moi. Parce que c'est vraiment laid. Souvenir de la pandémie. Par Charlie D. Ça va être bon. Exactement. Les générations futures. Puis Marjo, est-ce que tu as quelque chose aussi que tu veux nous partager? Oui, mais quand même, de manière assez intéressante. J'étais quelqu'un qui était quand même beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui suivait pas nécessairement de créateurs de contenu, pour utiliser le mot qui est maintenant peut-être un peu plus mis de l'avant. Puis à travers, justement, en créant ce podcast-là, ça m'a comme un peu poussée à aller suivre plus de monde, évidemment en sélectionnant de manière très particulière qui j'allais suivre, parce que je pense qu'on va en parler un peu plus tard d'ailleurs. Puis des fois je tombe sur des stories à cette heure-là qui me font tellement rire, surtout c'est Brandon, c'est ça? Ouais, Brandon. Avec ses reviews de café, puis en tout cas, ça fait que ça... Je suis quand même contente, ça a rajouté comme une petite joie, un petit peu de rire des fois à force de scroller là-dedans. Puis moi, dans le fond, un événement peut-être particulier, c'est que moi, je sors tout le temps au cinéma. Là, je vais comme 1 fois ou 2 semaines minimum avec la même amie. Puis là, on voyait que Wonder Woman, le 2e, sortait au cinéma. Puis là, la date, elle repoussait. Puis là, on était comme, mon Dieu, ça fait 1 an qu'on attend pour qu'elle sorte. Fait que finalement, ils l'ont sorti sur Cinéplex. L'expérience est vraiment particulière de voir un film que normalement tu vois en gros écran sur ton petit écran, puis là on s'appelait, puis là il fallait partir en même temps, parce que par Zoom on peut pas partager l'image quand t'es sur Netflix ou sur ces sites-là. Ils ont vraiment trouvé comme une façon ratoureuse qu'on puisse pas se partager justement le contenu. Fait que nous on a écouté Wonder Woman en décalé, c'était vraiment particulier. Puis j'espère que... Ouais, c'est genre ça. sur un écran d'ordi, là, même pas sur une... On l'a parti en même temps, puis on était comme, OK, là, t'es-tu rendu à la même place? Oh, non, OK, ça a décalé. OK, je t'attends 5 secondes. C'était particulier, mais ça valait le coup pour le temps de la pandémie. Donc, voilà. Ça a quand même dû affecter l'expérience, quand même, là, d'avoir... Il faut que tu coupes un peu ce que t'écoutes pour être comme... Mais là, en même temps, on réagit aux mêmes choses en même temps. C'est ça, puis là, t'entends quelqu'un réagir avant toi, puis t'es comme... Oh shit, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un spoiler, là. Super. Ben en fait, comme pour ceux qui nous suivent déjà depuis les 3 premiers épisodes, donc on vous encourage à aller les écouter si vous ne l'avez pas fait. Juste, on plug cela. Là. Donc, on a fait une étude dans notre laboratoire de recherche pour essayer un peu de comprendre c'était quoi les différentes réactions psychologiques que les gens pouvaient avoir à la pandémie. Puis, à travers ça, on s'est aussi intéressé à différents facteurs, dont justement l'utilisation des médias, l'utilisation des technologies. Et puis, à travers nos résultats, on trouve quand même qu'une majorité de jeunes adultes, donc entre 18 et 30 ans, utilisent les réseaux sociaux et les médias pour différentes raisons. Oui, donc exactement. Donc, je vais vous partager un peu les 2 résultats qui ressortaient de notre étude. Donc, ce qu'on voit, c'est que les jeunes vont aller sur les médias pour s'informer à propos de la pandémie, donc que ce soit le virus, les nouveaux règlements, etc. Donc, on a 55% de notre échantillon qui utilisait les médias pour ces raisons-là. Puis, on a 80% de notre échantillon qui utilisait les médias plus pour aller chercher du support chez leurs proches puis leurs amis. Ce qui est intéressant aussi dans notre étude, c'est qu'on voyait que la détresse générée par aller chercher du support, des fois, était même élevée autant que d'aller chercher de l'information. Donc, on trouvait ça quand même intéressant de voir que, oui, c'est un peu la seule façon qu'on a peut-être d'aller rester proche de nos proches, mais rester proche de nos proches, c'est ça. Mais justement, ça génère quand même la détresse à certains endroits. Donc, c'est un peu de ça qu'on va discuter là, avec vous aussi également. Mais oui. Donc, en fait, pour mieux situer les gens sur l'utilisation des médias et des impacts de cette utilisation-là, Alexandre, est-ce que tu pourrais nous éclairer, mon Dieu, un petit exercice de diction, là, éclairer, je m'excuse. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous éclairer sur l'utilisation des médias, particulièrement à travers la pandémie, puis comment est-ce que ça pourrait être différent d'avant? Je dirais que ça renforce des choses qui étaient déjà visibles avant, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de penser en ligne ou hors ligne, mais c'est pas du tout comme ça que le numérique ça se répand en fait. C'est que ça participe à tous nos contextes de vie en fait. Et puis donc c'était déjà là pour le soutien social, c'était déjà là pour s'informer, etc. Donc ce que ça a fait, c'est que ça a renforcé encore ce rôle-là, et que ça a annulé d'autres supports d'information ou supports
rapports d'échange qu'on avait avant, et ce qui fait que c'est difficile parce qu'on se rend compte aussi, finalement, le but n'est pas tout le temps de savoir est-ce que c'est bien de passer par là ou pas, mais on va dire que souvent l'équilibre, il passe par la diversité des accès à l'information qu'on a, des contextes dans lesquels on peut aller chercher du support et tout. Et là, avec la pandémie, comme on était très isolés, enfermés chez nous, on s'est retrouvé avec un seul. Mais ça, n'importe lequel les gens qui vivaient en famille, par exemple, vont vous dire aussi, c'est compliqué là d'être en famille tous ensemble. On est censé s'aimer là et tout, mais tous ensemble, tout le temps, toute la journée, ça finit par être dur. Mais c'est le côté de pas avoir cette diversité d'espace qui est le plus compliqué. Et donc là, ça a renforcé des mécanismes qui étaient quand même très présents avant. Et ça permet de montrer aussi à quel point, parce que aussi, l'autre lecture un peu rapide qu'on a du numérique, c'est pas bien si on va chercher de l'information en ligne, ou c'est pas bien si c'est pas vrai si on a du soutien en ligne, etc. Mais si, ça marche aussi. Ça a d'autres caractéristiques. Il y a certaines choses qu'on trouve pas, certaines choses qu'on trouve. Mais c'est qu'on n'a pas le choix aussi, là. C'est la seule option, c'est d'aller sur Internet, parce que, on peut pas vraiment aller voir nos amis, on peut pas vraiment aller faire autre chose. Ouais. Mais justement, comment toi tu l'as vécu? Là, c'est sûr, en plus, t'es sur YouTube. Là, comment toi t'as vu? Est-ce que t'as vu un avant et pendant pandémie super différent? Là? Ben vraiment, là, déjà, tu sais, avant la pandémie, je faisais des réseaux sociaux, mais tu sais, j'avais un reach qui était vraiment moins grand. Okay. La pandémie a commencé, puis au début, pour vrai, je faisais n'importe quoi. Je faisais juste publier des trucs qui me tentaient. Même au début, j'étais là, c'est quoi cette affaire-là, une pandémie, là? Voyons donc, là. Hey, calmez-vous. On va se calmer, là. Mais tu sais, comme tranquillement, pas vite, je regardais un peu comme toute mon année sur les réseaux sociaux pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est vraiment comme... dans la deuxième vague, où est-ce que là, j'ai commencé à plus prendre parole sur des comportements que je trouvais, genre, fous. On dirait que c'est là que j'ai comme pogné un rôle, on dirait. Parce que les gens m'ont associé à quelqu'un qui dit son opinion sur la pandémie, quelqu'un qui... Une ressource aussi, genre tu sais, j'ai l'impression que des fois, je sens que j'ai besoin de dire aux gens... je sais pas comment dire, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que vraiment, maintenant, j'ai un rôle que, selon moi, je considère important. Je suis un peu paniquée s'il n'y a pas de stories là, dans mon truc. J'ai l'impression que je lâche les gens qui me suivent. J'ai l'impression que je les abandonne, tu sais. Mais c'est un peu aussi dans ma tête. Mais vraiment, ça a changé beaucoup. Puis autant ma consommation, là... Oui, c'est ça. Oh my God. Plus? Ben oui, beaucoup plus. Là. Surtout que maintenant, c'est comme rendu une partie de mon gang-pain. Je ressens que faut que je sois sur les réseaux sociaux, il faut que je sois au courant de tout. Puis en même temps aussi, ça vient jouer sur mon mental aussi à moi-même. Puis je deviens comme un peu aliénée. Là. Je veux dire, tu regardes les stories des gens qui chialent, puis là, il y en a d'autres qui chialent sur les gens qui chialent, puis là, il y en a d'autres qui sont... Puis ça devient vraiment comme difficile parce qu'il y a des gens qui sont super... méchants aussi, tu sais, fait que, ouais. Mais est-ce que tu as vu justement une augmentation de la haine sur les médias sociaux pendant la pandémie ou ça, tu voyais qu'il était là avant de toute façon? Définitivement. Puis, tu sais, je pense moi-même, je me suis fâchée contre certains comportements à certains moments. Puis, je pense que, tu sais, c'est humain. Parce que, veut pas, on cherche à trouver comme un coupable. Tu sais, on veut avoir quelqu'un sur qui dire comme c'est toi le problème, tu sais. Fait que autant quelqu'un qui est comme plus conspirationniste, c'est ça qu'on dit. Tu sais, il va dire ben le problème c'est le monde qui respecte, puis c'est M. Legault, puis c'est les moutons. Fait que là c'est eux les méchants comme qui causent le problème. Puis tu sais autant que d'autres personnes qui vont respecter les règles vont dire ben non, c'est ceux qui sont dans les parcs, c'est ceux qui, tu sais, fait que ça devient un peu, tu sais, on est humain, je pense que c'est comme impossible de pas essayer de chercher une logique genre dans tout ça là. Ouais. Mais oui, il y a de la haine. C'est vraiment un point important ce que tu soulèves parce que c'est vraiment ce qu'on observe dans les suivis d'interactions qu'on a en ligne. Donc il y a plein de groupes différents. On essaye d'avoir la diversité de ce qui forme les internautes québécois et québécoises. Et en fait, on a vu avec le temps qu'il y avait plus d'impatience et puis plus d'incivilité, etc. Parce que effectivement, il y a quand même justement le fait qu'on soit que sur un seul espace. Et puis cet espace-là, ça veut, on dit certaines choses, mais pas d'autres. Et donc en fait, on n'a pas appris à faire la part des choses. Désormais, tout notre accès à l'information, c'est le numérique. Et puis, on va réagir beaucoup par rapport à ça. Alors qu'en fait, dans les espaces numériques, on dit que certaines choses. Et en fait, ça peut nous amener à nous dire, mais tout le monde est super agressif, mais tout le monde n'en peut plus. Mais alors qu'en fait, c'est un lieu qui est beaucoup pris comme un défouloir. Donc, une fois qu'on sait ça, on se dit, mais c'est comme quand la personne qui va au fond du bois pour pouvoir hurler un bon coup, si on la voit à ce moment-là, on se dit, elle est complètement folle. Quoi. Mais quand elle revient, parce qu'elle a pu faire ça dans les bois,
et ben elle reste agréable dans les autres contextes, avec les personnes qu'elle rencontre. Et puis en fait, le numérique, il a quand même été beaucoup pris comme un espace de défouloir. Alors du coup, on voit un peu le pire là, dans ces moments-là, mais il faut toujours essayer de garder à l'esprit, ok, là, les personnes, elles ont besoin de lâcher. C'est peut-être des choses qu'elles penseraient pas, qu'elles diraient pas ailleurs, et puis qu'elles pensent même pas profondément. Mais elles ont besoin de le lâcher parce que c'est dur, et puis il faut quand même se rappeler. Il y a aussi ça, ce mécanisme, je trouve, de radicalisation dans les propos, etc., qu'on voit au fur et à mesure du temps. Ça va aussi avec une pandémie qui dure. D'habitude, il y a une crise, on est complètement effrayé, on comprend plus rien pendant 3 semaines, et puis après, on essaye de reconstruire, on appelle ça la période de résilience, on essaye de faire sens de ce qui s'est passé et tout, mais c'est arrêté. Alors que nous, on est dans un truc qui continue, on sait toujours pas comment ça va finir, ni exactement ce que c'est et tout. C'est de l'incertitude complète, et puis c'est vraiment le truc que les humains détestent, c'est l'incertitude, quoi. Donc c'est extrêmement dur à apporter psychologiquement. Mais ça, les psychologues sont quand même relativement optimistes là-dessus, en disant, si vous arrêtez ça, certainement que les gens vont se calmer sur leur frustration, etc. rapidement. C'est la situation qui provoque quand même beaucoup ça. Donc il faut toujours essayer de se dire, un jour, ça sera passé, et puis on va devenir un peu moins intense dans nos échanges. Ouais, je pense que c'est définitivement quelque chose aussi, tu sais, de juste des fois penser, OK, ça donne rien de ça. Moi, je suis rendue à un point, là, où est-ce que je me fâche plus. Peu importe c'est quoi qui va arriver, ça donne rien, de toute façon, ça va arriver anyways. Fait que je suis rendue à un point où est-ce que je me dis, garde, je vais juste l'accepter, ça va finir par finir, je peux pas croire. Puis je me demande aussi s'il y a peut-être eu des fluctuations, tu sais, comme dans les derniers podcasts, on parlait beaucoup comme des différentes réactions psychologiques, puis comment on veut pas, tu sais, il y a différentes vagues, il y a différents types de réactions, tu sais, c'est jamais linéaire, c'est très... Est-ce qu'on remarque un peu la même chose à travers les médias? Tu sais, on parle de haine, on parle de peut-être un peu plus résilience positive. Est-ce qu'il y a de la fluctuation comme ça aussi que vous avez remarqué dans les médias? Ah bah ouais, tout le monde est sur Internet. Donc quand il y a des choses un peu décalées ou extrêmes, etc., qui se passent, il va y avoir des contre-réactions derrière. Donc effectivement, quand par exemple, un truc comme le numérique, ça se répand là, par exemple dans nos téléphones, où on n'y réfléchit pas, et puis il y a déjà toutes les applications qui sont dessus. Donc finalement, c'est pas une consommation réfléchie. On se finit par être bombardé de plein d'applis de tous nos comptes au fur et à mesure, sans vraiment avoir réfléchi à est-ce que j'ai envie de m'arrêter à un moment, est-ce qu'il y a des espaces où je veux pas trop de notifications, etc. Et là, en fait, comme il y a des échanges plus violents en ce moment en ligne, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais tiens, j'ai réfléchi à... Je coupe, en fait. Je regarde le matin et puis après, j'arrête. » Et pareil, d'ailleurs, avec leur consommation des médias, hein, parce que les médias, ça peut aussi être néfaste de passer sa journée sur les médias traditionnels. Et en fait, ça fait des prises de conscience pour certains. Et puis là, c'est pareil, c'est ça qu'il faut encourager en disant « oui, c'est une bonne occasion de se dire à quoi ça me sert ?» Un peu comme toi, tu disais finalement, j'ai trouvé un rôle, mais du côté de notre consommation, tu te dis, pourquoi j'y vais? Et puis, en fonction de ce que j'y trouve, je vais peut-être essayer de lui donner un espace dans ma vie, là, et puis de savoir de temps en temps couper, et puis dire, il y a d'autres choses dans ma vie qui on peut choisir aussi qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qu'on se dit, OK, ça m'amène juste du négatif. Mais tu sais, définitivement, moi, dans les dernières semaines, surtout, c'est drôle, mais je l'ai réalisé, tu sais, comme, faut que j'arrête un peu d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, parce que quand tu sors dehors, le monde sont fins. J'ai l'impression que même le monde sont plus fins qu'avant. Je sais pas si c'est juste mon expérience, mais tu croises quelqu'un dans la rue, là, allez-y. Je sais pas, il y a comme... Les gens sont gentils, mais sur Internet, ils se défoulent. Fait que des fois, c'est bon de, comme, pas se timer, mais de lâcher le sel, aller prendre une marche. Puis, Puis, non seulement d'aller un peu en dehors, enfin de pas être que sur le numérique, et puis même, tu sais, ce que tu dis, ça se voit aussi sur Internet en fait. Il y a plein d'espaces de médias sociaux numériques où les gens sont très 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 cordiaux, civils. Quand ils sont pas d'accord, ils s'écoutent, ils se parlent poliment, ils restent pas d'accord, mais ils acceptent que les autres soient pas d'accord, etc. Il y a beaucoup d'espaces de civilité. En fait, je suis protégé. Moi, mes recherches, ça consiste à essayer de pas justement faire. Je regarde un seul groupe et puis je regarde que lui, etc. Et j'ai plein de collègues qui sont spécialisés dans le complotisme, ils sont en dépression profonde en croyant qu'il y a du complotisme de partout, mais moi, avec ce que je regarde, en fait, les complotistes, c'est très peu de personnes. Et puis, il y a énormément d'autres groupes où les gens, ils se comportent de manière tout à fait acceptable, et même,
quand on a fini notre journée à regarder ce qui s'est passé dedans, on est content, on se dit ouais, je peux avoir confiance dans l'humanité, les gens savent vivre ensemble, savent s'entraider. Donc c'est important d'essayer d'aller chercher ces autres espaces-là et se dire quand il y a un truc qui est toxique, ça m'énerve et je ressors et j'en veux à tout le monde, etc. Faut peut-être que j'essaye de trouver des autres espaces et pas que celui-là. Là. Ouais, c'est vrai. C'est une énorme minorité qui crie en ce moment. Tout ce qui est conspiration, là, puis ça aliène les gens. Moi-même, des fois, si j'écoute quelqu'un, je vais finir par me dire mais c'est-tu vrai que ça finira jamais, puis que c'est contrôlé, puis que c'est... Mais dans le fond, après ça, je passe 2 minutes à parler avec du vrai monde, puis je suis comme, mais ça n'a pas de bon sens. Ça fait pas de sens. Puis il y a quand même tout un phénomène psychologique qui, je sais pas à quel point ça peut peut-être être rattaché à ça, mais tu sais, quand... Mettons, dans une journée positive versus négatif, comme ici, je sais pas exactement c'est quoi les proportions, mais quelque chose de négatif qui t'arrive va avoir un beaucoup plus gros impact puis va rester dans ta tête beaucoup plus longtemps que quelque chose de positif. Par exemple, tu sais, on voit ça à travers plein de choses. Là. Des fois, notre journée, elle va super bien puis il s'agit qu'il y a comme un truc qui nous fait chier, là. Puis comme ça scrape ta journée. Pourtant, la journée a super bien été. T'as eu un bon 5-6 heures comme que t'étais hot, là, puis tout allait bien. Puis là, juste 2 minutes de ton temps. Puis comme ça te scrape tout au complet. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça aussi qui se passe à travers ces différents messages-là, tu sais, de voir... T'as beau avoir, tu sais, des trucs le fun, des trucs positifs dans ton feed, dans tes, tu sais, que tu regardes dans les stories, à travers les médias. Mais là, en un moment donné, il s'agit qu'il y a comme une personne, tu sais, une de cette minorité-là, en plus, d'ailleurs, qui parle fort, tu sais, qui te dérange, puis ça va être comme probablement le truc qui va te marquer à travers tout ça. Démoralise les gens aussi, là, vraiment. Mais c'est ça, ben justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis, est-ce que, parce que toi, t'es aussi sur les réseaux, quand tu reçois, est-ce que tu reçois beaucoup de ce genre de commentaires-là, puis comment toi tu fais pour comme passer par-dessus? Parce que peut-être qu'il y a des gens que ça pourrait aider. Là. Moi, j'ai beaucoup de conspirationnistes qui font des faux comptes puis viennent me dire que je suis toutes les noms. Là, tu lis ça, tu dis ça n'a pas de bon sens. Je peux pas croire que c'est un humain qui m'a écrit ça. Mais tu sais, c'est sûr que définitivement, quand, exemple, je fais une vidéo, genre 1000 commentaires positifs puis genre quelques commentaires négatifs, mais plus le temps avance, plus j'apprends à me dire c'est pas grave, c'est une personne qui m'aime pas puis qui est négative, qui veut me faire sentir mal, tu sais. Fait que c'est sûr que je parle pas non plus des commentaires constructifs là, ça, pour moi j'adore ça, mais quelqu'un qui va mettons m'écrire en DM juste pour m'envoyer chier, je suis rendue au point où est-ce que je suis comme je vais juste je le lis même pas au complet, je le délite puis ça aide vraiment beaucoup là, tu sais. Il faut remettre en question que c'est juste une personne qui fait ça, tu sais. Et non pas tout le monde. Ouais. Ça fait du sens. Et puis peut-être dire aussi, j'ai notamment un collègue là, la PCMO qui travaille sur le travail émotionnel des professionnels du numérique, en fait, justement, toutes ces personnes qui doivent gérer avec les contenus qu'on leur envoie, l'agressivité des personnes, etc. Et en fait, donc il y a à la fois des aptitudes personnelles, là, à être capable de faire la part des choses, effectivement, comme tu disais, et puis aussi bien se rendre compte que c'est quand même des sacrés... c'est des métiers interface, quoi. Là, on est quand même l'endroit où les gens vont venir crier s'ils sont pas contents, etc. Et c'est quand même dur, et que il y a besoin de tout un tas de soutien, et donc notamment dès lors qu'on commence à devenir un peu pro de ça, qu'il y ait un accompagnement par des psychologues du travail, qu'il y ait dans les organisations du temps qui soit laissé pour qu'on soit pas complètement laissé tout seul face à ça, parce que quand surtout tu parlais de personnes qui créent carrément des faux comptes, etc. Effectivement, en plus des personnes qui sont militantes sur Internet, elles ont bien su se l'approprier pour se rendre très très visibles et pouvoir vraiment être très 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 intenses quand elles ont décidé d'attaquer quelqu'un. Et donc tout seul, des fois, t'as beau avoir le plus de zénitude possible, à force, c'est tellement négatif à ce qu'on te balance, ça t'affecte, quoi. Et donc aussi dire, c'est des personnes qui sont dans des situations difficiles, comme on le voit là en ce moment avec plein de personnes dans le monde de la santé qui ont des métiers qui demandent un investissement émotionnel super fort. Et en fait, les métiers influenceurs, animateurs de communauté, créateurs de contenu et tout, c'est des métiers qu'il faut reconnaître comme sacrément accaparant en termes de capacité émotionnelle, et pour ça faut de l'encadrement, quoi, parce que des fois juste ces aptitudes perso, on peut finir par quand même malgré tout être affecté, quoi. Mais je pense que aussi ça vient avec, je pense que si tu veux faire cette job-là, il faut que tu aies une certaine capacité de gérer ça. Il faut pas que... Tu sais, moi, si je commençais à chaque fois que j'ai un commentaire négatif à le publier dans ma story, faire comme... Je peux pas. Je vois beaucoup d'influenceurs faire ça, puis je suis comme, pourquoi tu partages le négatif que tu as reçu aux autres pour que...
tu sais, je sais pas. Je comprends aussi que ils recherchent un peu de soutien de leurs abonnés, mais Delete, là, c'est full super. C'est 100%. Moi, j'adore. Delete dans les requests. Le plaisir. Delete. Tu sais, parce que ces gens-là, au final, ils ont aussi... Moi, j'ai jamais fait ça, là, faire un faux compte pour aller insulter quelqu'un. Tu sais, je me doute que ce type de personnes-là sont pas in their right minds quand ils font ça. Puis... Mais c'est une stratégie qui est beaucoup faite. Publiquement, c'est peut-être plus compliqué, là, parce qu'en plus, il y a plein d'enjeux là, sur les conséquences de ce que tu fais. Mais dans les groupes professionnels, justement, il y a beaucoup d'échanges où les personnes se partagent des choses. Par exemple, les gens qui doivent modérer les contenus et qui tombent donc sur toutes les horreurs qui peuvent circuler sur Internet. En fait, là, ils ont, entre eux, ils se les échangent. Un des meilleurs moyens de ne pas se prendre un truc, par exemple, ultra violent, et ben, de ne pas se prendre tout seul et puis d'être complètement surchargé émotionnellement, c'est de le partager aux autres en disant regardez ce que je viens de trouver, etc. Et puis comme ça on bat, et puis il y a une espèce de collectif là qui se forme et donc je pense que du côté des métiers de l'influence, enfin les influenceurs, influenceuses, c'est tout jeune là, mais la professionnalisation pour moi, un des enjeux de ce soutien, ce serait que entre eux ils puissent s'entraider justement en disant regardez là j'ai encore ça, etc. Puis que les autres se disent mais t'inquiète pas, moi aussi ça m'arrive. Des fois rien que ça en fait c'est un soutien qui on dit ok d'accord, je suis pas, c'est pas juste moi là en fait, c'est qu'il y a des gens qui veulent déverser leur haine, mais c'est pas à cause de moi là, c'est du côté de leur côté le problème, c'est pas ça vient de la minute que tu exprimes vraiment sans filtre, comme moi je parle vraiment, je dis ce que je pense tout le temps, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont être vraiment choqués par ça puis qui vont si quelqu'un est complètement à l'encontre de mon opinion, c'est sûr qu'elle va avoir le goût de comme un peu pas me détruire, mais me rentrer dedans, puis c'est ça. Delete. C'est delete. Mais est-ce que tu vois cette cohésion-là entre les influenceurs, justement, comme Alexandre parlait de quand vous avez quelque chose qui est arrivé comme quelque chose de négatif, que vous parlez entre vous, puis vous avez un peu cette cohésion-là, ou pour vous, c'est vraiment comme ça, c'est mon compte, puis on se parle pas tant, à part si on a des collaborations à faire. Est-ce que tu vois cette communauté-là? Ben, tu sais, moi, de plus en plus, je vais le faire, tu sais, parce que je pense que je parle avec beaucoup d'influenceurs, puis il y en a beaucoup qu'au départ, ils pensaient que moi, j'étais un cas isolé, que je recevais pas de problème ou de haine, puis tu sais, je reçois pas vraiment beaucoup de messages négatifs non plus, là, tu sais, j'en ai reçu quelques-uns quand je m'exprime par rapport au fait que je respecte les règles et que j'ai hâte d'avoir mon vaccin, comme la majorité des gens, mais tu sais, le fait que je le dise publiquement, ça m'expose à d'autres types de personnes. Mais, je viens d'avoir un blanc. Non, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, avec les influenceurs aussi, souvent, des fois, ils ont l'impression que moi, genre, je me fais pas toucher par les commentaires négatifs, mais tu sais, des fois, c'est d'autres trucs qui vont m'arriver. Puis, tu sais, j'en parle un peu avec, je parlais avec une influenceur il y a pas longtemps, puis elle disait, tu sais, moi, quand il y a eu telle chose, j'ai reçu plein de commentaires, puis j'étais comme, moi, j'ai eu aussi des trucs en parallèle de petites. De négatif. Mais oui, ça aide aussi à relativiser, à faire comme, garde, tout le monde a le petit côté négatif de tout ça, c'est normal. Faut passer par-dessus, on n'a pas le choix, tu sais. J'aime mieux ça que d'arrêter de parler. Moi, j'arrêterai jamais de parler. Plus qu'on me dit d'arrêter, plus que je vais continuer. C'est ça, là. Puis une question peut-être un peu plus spécifique, justement, par rapport à toutes ces réactions-là qui sont de plus en plus, qui sont plus prévalentes pendant la pandémie à cause on se tourne peut-être un peu plus vers les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un impact sur nos interactions de la vie de tous les jours quand on va revenir tranquillement à comme finalement se parler en face à face? Certainement pas pour les personnes qui ont des aptitudes sociales assez bien intégrées, des dispositions, ça va se relancer. Là. Pour, le problème, il est plus sur des personnes qui avaient déjà des difficultés avant et où, effectivement, quand c'était déjà un exercice compliqué au quotidien, d'avoir 1 an et demi à pu s'entraîner, oui, là, dans ces cas-là. Donc, les enjeux, ils sont moins sur est-ce qu'on va tous changer là, que sur les populations qui sont de plus dans des situations où c'est un peu plus délicat pour elles, comment elles vont pouvoir faire face. Et puis ça, j'espère qu'il y aura vraiment les investissements pour accompagner justement ce type de population. Mais ça fait du sens parce que moi, je suis quand même introvertie aussi, puis pendant la pandémie, les congrès internationaux ou pas internationaux qu'on avait, ben moi, c'était ma sécurité d'être derrière mon ordi, puis je voyais pas tous les yeux des gens rivés sur moi, fait que moi, je me suis un peu habituée à ça, fait que je sais qu'après la pandémie, je vais devoir aller me réadapter par rapport à ça parce que là, je me suis trop habituée, puis je sais que ça va pas être bon là, à long terme parce qu'il va falloir que je revienne devant tout le monde, puis des gros auditoires, puis présenter mes
projets. Fait que je le vois aussi que ça va avoir un impact pour ceux qui avaient plus de difficultés, là. Puis je me demande si on peut aller dans le sujet que j'attends, là. Dans le fond, selon vous, là, la place des influenceurs pendant la pandémie, là, parce qu'on a vu plusieurs types d'influenceurs pendant la pandémie, donc des gens qui essayaient de nous montrer que le bon pour nous aider comme à passer au travers. Il y a du monde qui faisait des comportements qu'on était comme « Ah ouais, tu t'en vas en voyage? OK. Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool que les influenceurs en voyage. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. Ça me fait du bien de rêver pour eux, tu sais. Moi, sérieusement, j'étais tellement contente de voir tous les petits influenceurs qui faisaient des photos à Punta Cana. Ça m'a vraiment inspiré. Ça m'a rappelé comment j'étais contente de leur vie à eux. J'adore ça. Puis comment pauvres nous au Québec qui ont pas nécessairement l'argent de s'isoler pendant 14 jours après. Puis, ou qui ont juste une confiance. Aussi. Oui, c'est ça. Qui ont vu l'attrait. On l'a tous vu, là, les rabais. Là. Mais on a eu une conversation de 10 minutes avec son copain ou son ami. On a fait, ça n'a pas d'allure de faire ça. Vraiment aucun allure de faire ça. Mais bon. Ouais. Fait que, tu sais, pour faire du pouce, c'est quoi que vous pensez que le rôle d'un influenceur pendant la pandémie, ça devrait être? Est-ce que, tu sais, justement, comme tu dis, c'est pas des professionnels, tout le monde qui savent un peu comment influencer les gens, mais ce serait quoi le rôle qu'on devrait leur donner ou qu'ils devraient avoir? Mais ouais, alors, il faudrait pas. Il y a des influenceurs. Quand on dit les influenceurs, et puis ensuite on a un point de vue sur eux, là, c'est tellement varié que dire est-ce qu'ils sont bien comportés, pas bien comportés, c'est vraiment impossible. Il y a eu vraiment de tout. Là. Mais en revanche, il y a un truc qui est sûr, c'est que cette catégorie de personnes en ligne, va chercher de la visibilité et puis la revendique, cette visibilité. Donc, en fait, elle prend un rôle dans l'espace public. Et puis, il y a une espèce de grand classique, c'est quand tu as envie de dire n'importe quoi, c'est ça, les démocraties, il y a la vie privée pour ça. Et là, tu peux dire n'importe quoi. Et personne n'a rien à te dire. Et puis, justement, c'est une aide, parce que quand on a envie de dire des choses qu'on sait nous-mêmes comme absolument inacceptables, etc., il y a cet espace-là où on peut quand même les lâcher, parce que sinon, c'est trop... On a tendance à dire, faut toujours être comme il faut, etc., mais ça peut être dur. Faut aussi avoir un petit peu d'empathie vis-à-vis de nous-mêmes. Des fois, on a besoin de lâcher un peu, et c'est ce que font des fois dans les médias sociaux numériques. On se dit, en fait, la personne, elle avait juste besoin d'aller hurler au fond du bois, et puis elle l'a fait face à quelqu'un d'autre. C'est dommage, parce que du coup, il y a des conséquences sur la personne qui s'est pris sa violence. Mais dans l'absolu, c'était juste, elle avait besoin de péter un plomb, et puis point. Et donc, normalement, il y a l'espace privé pour ça. Dès lors qu'on revendique une visibilité publique, faut se rappeler qu'il y a des responsabilités associées à ça. Et puis, plus on va être visible, plus on va avoir de responsabilités à ça. Plus il y a des gens qui nous accordent leur confiance. La confiance, ça nous engage, en fait, en face. Et donc voilà, ça va être en fonction de ça. Et du coup, c'est sûr que la personne qui parle juste de son quotidien, comparativement à la personne qui va donner un avis sur comment il faudrait se comporter face à une pandémie, parler de son quotidien, il n'y a pas des super grands enjeux, donc des fois on peut se dire je suis pas d'accord avec ce que la personne a dit, mais c'est pas super grave. Quand elle commence à encourager à des comportements qui vont à l'encontre de mesures qui sont documentées par la littérature scientifique, etc., là on peut dire ok, là il y a un plus gros problème. Sauver des vies là, aussi là. Ouais. Et toi, on connaît un peu ton opinion. Moi, j'en ai parlé beaucoup là. Je pense que la première chose que les influenceurs auraient dû faire quand il y a eu la pandémie, c'est de regarder un peu aussi combien de gens me suivent. Puis de réaliser que ces gens-là, ils vont être là. Puis genre, ton influence va augmenter en importance. Puis ce serait cool que tu l'utilises de la bonne façon. Puis c'est même ça que le gouvernement demandait aux influenceurs au début. Ça n'a pas marché. Il a fallu qu'on leur fasse un chèque pour que ça fonctionne. Puis malgré ça, il y en a qui sont quand même, tu sais, je repense à certains exemples, j'en avais parlé dans ma vidéo, il y en a eu. Il y en a un en particulier qui me vient en tête que lui, il a fait la campagne, puis après ça, il est allé voyager, puis il est allé vanter pas vanter les mérites, mais il est allé parler comme publiquement de voyager, comment ça a été à Punta Cana, puis blablabla, puis défendre, tu sais, puis j'étais comme, mais voyons donc. Tu réalises là, qu'est-ce que tu fais puis qu'est-ce que tu engendres comme influence aux autres. Je pense que c'est ça. Puis je trouve que ça aurait été cool de voir que les influenceurs prennent leur influence à cœur puis se disent, OK, là, les gens, j'ai 400 000 personnes qui me suivent. Ça a de l'importance. Je vais prendre mon rôle au sérieux puis je vais pas aller aider de façon... Je serai pas la personne qui va aider à faire le vaccin. Là, mais ces gens-là avaient l'opportunité de dire, je vais avoir du purpose
à aider les gens à passer à travers, à leur donner des idées, à whatever, créer du contenu, peu importe c'est quoi. Au final, fais juste créer du contenu, puis fais juste pas nous dire que le vaccin fonctionne pas, puis qu'il faut que tu enlèves ton masque quand tu vas au centre d'achat. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Juste partagez pas des trucs. Ouais. Surtout récemment, là, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup tranquillement des influenceurs qui sont tannés, ils sont désespérés, puis ils vont chercher ils vont aller plus du côté de la conspiration, que le COVID n'existe pas, parce que c'est plus facile de se dire que le COVID n'existe pas que d'assumer que on est encore pogné là-dedans, tu sais, je pense. Puis je trouve ça désolant de voir que ces gens-là ont de l'influence, puis que, c'est ça se propage. Ça peut être quoi l'impact de ces différents discours-là qu'on entend à travers les médias par ces personnes-là sur les consommateurs de cette information-là? Ouais, disons que toujours influence, c'est pour ça que j'aime pas trop le terme influenceur, parce que dès lors qu'on commence à regarder un peu ça fonctionne comment l'influence, c'est très complexe. Faut pas croire que je fais ça, boum, les gens vont se mettre à refaire ça derrière, ça marche jamais comme ça. Il y a deux dimensions, par contre, dans des mécanismes sociaux là, qui sont vraiment très très prégnants. Le premier, c'est de dire on fonctionne beaucoup par imitation. Si on voit que personne n'ose braver les mesures sanitaires, on va pas oser les braver. Donc quelqu'un qui dit à 1 million de personnes, moi je m'en fiche, quelque part il dit c'est possible de le faire, et puis il banalise en fait ces comportements-là, mais c'est pas là ça va vraiment être par des lois de limitation en disant si les autres ne respectent pas non plus, dans ces cas-là je peux me permettre de le faire, alors que sinon on se garde une gêne, mais qui est une gêne très importante pour qu'on arrive à vivre socialement, quoi, à dire j'aimerais bien pas le respecter, mais je sais bien que c'est pas bien quand même, donc je me retiens. Puis la deuxième dimension, c'est le côté des excuses, en se disant je peux s'il le fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et ça, c'est une très mauvaise tendance. L'humain, il est pas bon ou mauvais, il est ambivalent, et puis selon dans les contextes dans lesquels il peut sortir le meilleur comme le moins bon. Et on a tous cette tendance, si on voit quelqu'un qui fait pas bien, on va dire je vais me mettre à son niveau, je fais juste un peu moins pire que lui, puis je suis quand même bien parce que je suis mieux que lui. Et en fait, alors qu'en fait, il faudrait plutôt tirer vers le haut. Et donc là, c'est toujours, encore une fois, c'est pas facile, parce que il y a beaucoup d'influenceurs qui sont appréciés parce que justement, ils vont être authentiques sur ce qu'ils sont en train de ressentir. Mais dès lors que juste sortir, se baser sur je le ressens donc j'ai le droit de le dire, dès lors qu'on a une grosse visibilité, ça peut... Éthiquement, ça tient plus en fait. Là. Et les gens vont nous demander des comptes en disant non, quand même, là, c'est pas honnête ce que tu dis, ou alors là encore pire, ce que tu racontais quand on commence à tenir un discours et puis 3 jours après on tient un autre et tout, ça c'est typiquement la définition basique de l'éthique. Là, c'est d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait sur le long terme, quoi. Et donc là, ça c'est sûr que ça amène, plus on va être connu, plus il faut essayer de respecter ces points-là. Puis il y a tellement de récompenses qui viennent avec, là, surtout en temps de pandémie. C'est les personnes les plus privilégiées qu'il n'y a pas, parce que c'est les personnes, je veux dire, au départ, là, les tournages étaient arrêtés, là, mais eux, ils pouvaient continuer. Ils ont toujours travaillé de la maison. C'était les gens les plus privilégiés qui faisaient le plus d'argent, parce que les médias sociaux, ça a monté. Puis malgré tout, c'est les gens qui vont... pas toutes, mais il y en a beaucoup qui vont chialer, tu sais, puis qui vont... Puis je trouve ça... On dirait que je comprends pas. J'ai de la misère à comprendre ça, là. Ouais. Mais comment on peut amener justement un aspect plus éthique à travers ça, à travers les influenceurs? Est-ce qu'il y aurait une façon justement que ce soit plus... qu'il y ait une conscience éthique? Parce que des fois, comme Charlie disait tantôt, du jour au lendemain, il y a des gens qui deviennent influenceurs, ils ont une grosse tribune, puis ils ont pas... Tu sais, ils savent pas nécessairement comment s'y prendre. Est-ce qu'il y a une façon, tu sais, qu'eux, ils soient conscientisés à ça? C'est sûr que c'est devenu un métier. Ça prend toute la semaine de travail. Ça demande des expertises très fortes, etc. Il y a des enjeux comme ça qui sont soulevés. C'est un métier, sauf qu'on peut commencer à l'exercer à 12 ans, effectivement, parce qu'on a été rendu célèbre sur Twitch. Ou sur, donc, en ce moment, c'est pas, comme c'est quand même récent, c'est vrai que c'est pas encadré comme ça devrait l'être en tant que métier, et c'est sûr qu'il y a une professionnalisation qui devrait arriver. Ça passera pas par faire des études supérieures dans le domaine, parce qu'à 12 ans on n'a pas encore l'âge de le faire, pourtant on peut se retrouver propulsé à être influenceur très connu, mais de la formation par les agences, par des organismes indépendants pour essayer d'aider, ou de l'accompagnement, ou avoir des sortes de conseillers qui puissent aider à faire les premiers pas, mais
sur toutes ces dimensions-là, parce que pour l'instant, le problème, c'est que c'est plutôt l'industrie des communications qui s'est appropriée et puis qui les prend comme des hommes et femmes sandwich, en disant « Ok, tu veux bien mettre ce produit-là, ben vas-y, mets-le. » Et puis, je vais pas trop t'expliquer tous les enjeux qu'il y a à commencer à faire ça. Donc, en fait, ils les forment juste à produire de la pub, en fait. Mais ils sont très sous-exploités en faisant ça, parce que c'est ce que tu disais aussi, on les contacte 2 secondes parce que on les prend comme des affiches, en fait, en disant tiens, je vais te demander pendant 3 mois, ou enfin non, d'ailleurs 3 mois ce serait déjà long là, mais pendant 1 semaine tu vas parler de ça. Mais en fait, comme c'est juste un partenariat très très ponctuel et tout, il y a aucun lien avec pourquoi la personne est connue, ses valeurs, etc. Ça devrait être des partenariats sur du plus long terme et tout, donc il y aurait toute l'industrie qu'il faudrait aussi éduquer à dire si vous voulez vraiment que ça marche, c'est des relations à long terme avec ces personnes-là, ou ces personnes-là, vous les aidez à faire face aux enjeux, parce que dans l'industrie, on le sait très clairement, les questions d'influence, comment il faut respecter, on ne dit pas d'une pub que c'est de l'information neutre ou de trucs comme ça, tout ça c'est super connu, donc en fait, vous leur donnez ça, et puis d'un autre côté, vous les laissez vous apprendre pourquoi eux, ils sont appréciés, etc., et vous respectez ça, vous les aidez à faire des contenus qui soient en lien avec ce que vous demandent vos commanditaires, mais qui respectent cette identité des personnes. Mais tranquillement, ça s'en vient aussi, puis tu sais, moi j'ai l'impression des fois, mon contenu, là, souvent, ce que je dis aux influenceurs, c'est « je pense que vous avez le potentiel d'être plus que des affiches ». Puis il y a encore beaucoup qui me disent « non ». T'sais, on dirait que c'est ça qu'ils me disent, c'est comme « non, nous, on veut continuer à des affiches ». Mais je pense aussi que d'ici 10 ans, ça va être très différent parce que, veut pas, ça prend de l'ampleur, puis on surveille pas ça, cet impact-là que ça a sur la société, puis c'est le centre en ce moment là, de tout. Donc, je pense qu'un jour, il va y avoir peut-être plus de réglementation. Puis je pense aussi que ça passe par les agences beaucoup. Les agences doivent se responsabiliser plus face à ce qu'ils font avec leurs influenceurs, qu'est-ce qu'ils leur apprennent. Tu sais. Ouais. C'est sûr qu'elles peuvent apporter beaucoup parce qu'elles les connaissent, ces enjeux-là, et on leur demande déjà, on a des grosses exigences vis-à-vis d'elles en termes d'éthique de la communication. Ouais. Mais ce que tu soulèves en plus, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il faut peut-être, quand je disais tout à l'heure, il y a plein d'influenceurs et d'influenceuses et de catégories. Finalement, dans les études sur qui devient influenceur, on voit il y a des personnes qui disent c'est un moyen de gagner de l'argent, et puis d'autres qui disent je crois à tel truc ou je veux mettre en avant tel truc. Et en fait, ça, avec le temps, on va les faire, ces catégories, et puis pourquoi pas, on suivra certaines personnes qui veulent juste gagner de l'argent dans tel domaine, et puis on saura que c'est de la pub finalement, et puis c'est de la pub qu'on préfère parce que c'est fait dans des formats, et puis c'est tout à fait acceptable. Moi, je sais beaucoup sur le côté, est-ce que le contrat de communication il est clair? Finalement, on sait que c'est de la pub. Et ça continue de nous intéresser de suivre, très bien, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il y a d'autres personnes qui veulent avoir un rôle social plus large, etc. Et puis, dans ces cas-là, ça va avec d'autres enjeux, etc. Et avec le temps, ça va être plus clair, hein, mais c'est encore très jeune, c'est pour ça. Mais par contre, il faut insister pour le faire, parce que ça ne va pas se faire naturellement. C'est trop exigé de la part des influenceurs d'être conscients de tout ça naturellement. C'est toujours difficile avec les professions de la communication. Elles sont prises entre les commanditaires qui veulent que ça soit le plus efficace possible, et puis donc l'éthique, ça vient limiter dans leurs yeux, parce qu'encore une fois... Des commanditaires qui vont même des fois dire mets pas le hashtag pub, ou je te donne $2000 de plus, tu mets pas le hashtag pub. C'est ça, ouais. Donc il faut toujours les encadrer, être très très attentif à comment ils font. Ouais. C'est ça. Donc, en fait, je suggère qu'on passe au témoignage. Oui, 100%. Donc, en fait, c'est ça. Donc, comme vous le savez, donc on a fait parvenir un questionnaire à la communauté, aux jeunes de 18 à 30 ans, juste avant de commencer le podcast, pour être capable d'avoir des discussions aussi avec eux. Donc, ils nous ont posé des questions, ils ont offert leur témoignage, leur expérience. Puis, on va en lire quelques-unes. On va lire ce qu'on peut, parce que des fois, ça part vraiment sur des discussions qui peuvent durer... qui peuvent durer ce que ça dure. Puis, je pense que ça pourrait être cool d'aller à travers quelques-uns, puis d'explorer ça un peu. Donc, j'en ai un quand même long, fait que brace yourselves. Donc, Mireille, 18 ans, qui est étudiante, qui dit « Chaque jour, je voyais des gens se plaindre du masque et des règles sanitaires sur mon Facebook. Alors, j'ai fini par le supprimer. Ça me pesait dessus énormément. J'ai aussi coupé beaucoup de personnes de ma vie en voyant à quel point nos valeurs étaient différentes et que, dans le fond, ils se foutaient que des gens meurent à cause d'eux. Ils se foutaient des règles, des rassemblements, etc. Et je me demande si je suis la seule qui pensait connaître les gens autour d'eux, mais finalement, pas du tout. Au final, je suis bien heureuse que ces gens ne soient plus dans ma vie, mais au début, ça m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. » C'est bon. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve ça triste un peu, tu sais, parce que
il y a une partie de moi qui comprend totalement qu'est-ce qu'elle veut dire, mais il y a une autre partie de moi aussi qui me dit, c'est pas tout le monde qui sont capables de voir, tu sais. C'est aussi selon les choses auxquelles tu es exposé, ta perception de la pandémie va être différente. La mienne a évolué. Je suis passée de « on ne met pas de purée, what the fuck » à très, très consciente parce que j'ai reçu des témoignages. Mais ça, dans mes amis, ils sont pas tous conscients comme moi de l'impact que nos gestes peuvent avoir. Puis je pense que, tu sais, ça dépend vraiment aussi de à quoi tu es exposé, tu sais, au départ. Mais, ouais. Je suis vraiment d'accord. Tu sais, comme mon père, tu sais, dans le milieu hospitalier, fait que moi, ça a toujours été ma référence parce que moi aussi, au début, j'étais comme, bon, là, tout le monde va courir dans les épiceries, chercher du papier de toilette. Moi, j'étais là, mais c'est exagéré. Puis d'avoir quelqu'un qui est directement au front, là, puis de me dire sa réalité, ben moi, ça m'a aidé à faire comme, OK, non, c'est sérieux, là. Bien, je pense pas que tout le monde a comme cet accès-là. Des fois, les gens, comme on disait aussi, c'est que des fois, si on le voit pas, on le croit pas. Donc, si dans ton entourage, il y a personne qui a eu la COVID, tout le monde va bien, t'es allé, enfreint les règles et tout s'est bien passé avec toi, ben c'est peut-être difficile d'être consciencieux de justement cette réalité-là, selon moi. Et puis peut-être en conseil, je dirais que ce qu'on voit, encore une fois, sur les médias sociaux numériques, c'est pas nécessairement ce que pensent les gens profondément. On est beaucoup plus multiples que ça, en fait. Et puis ça, vraiment, la sociologie de l'ordinaire qui suit les gens au quotidien, elle le démontre bien. On a plein de facettes. Mais il y a on n'a pas que des facettes complètement bonnes. Et des fois, on a quand même besoin de les activer un peu. Et donc, il faut toujours faire la part des choses en disant, OK, cette personne-là, elle dit ça là. Mais est-ce qu'elle le penserait vraiment profondément? Est-ce que dans d'autres circonstances, pareil, on est dans une situation très 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 contraignante en ce moment, les gens en peuvent plus, donc à un moment dire j'en ai marre, je veux plus rien suivre et tout, on l'a tous pensé là, et puis il y a des gens qui n'ont pas dit, et puis troisième dimension, se rappeler aussi que pour plein de gens la vie elle est déjà pas facile au quotidien, et alors on leur met en plus ces contraintes là, donc c'est pareil, il y a des souvent les analystes, c'est des gens qui sont dans les médias, qui sont dans les universités, qui sont dans le système de santé, c'est que des postes stables avec des bons salaires, avec des niveaux d'études élevés, des conditions de vie assez agréables, et puis on dit on renonce à des trucs, c'est déjà pas facile, mais il y a aussi plein de gens pour qui la vie elle est déjà vraiment pas facile au quotidien, et on leur rajoute tout ça. Donc ça, je trouverais que là-dedans, ce qui est très triste avec cette pandémie qui dure, c'est qu'on oublie beaucoup l'empathie, en fait, dans le sens capacité à se mettre à la place de l'autre, alors qu'en fait, dans une société qui est multiple, où il y a vraiment des gens qui proviennent de plein d'endroits différents, on aurait beaucoup besoin de soigner ça, et j'espère que c'est un truc justement qui va sortir, parce qu'encore une fois, il y a aussi plein d'autres espaces en ligne où les gens, ils font vraiment preuve de cette empathie-là, et j'espère que c'est ça qu'on va garder, à se dire, ah mais oui, mais en fait, il y a plein de personnes qui ressentent plein de choses en elles, etc. Il faudrait peut-être que je les écoute un peu dans leur complexité, et puis que je les tolère telles qu'elles sont elles, comme ça on m'acceptera peut-être aussi moi dans ma complexité, etc. Et puis c'est certainement un vivre ensemble qui nous fait tous plus rêver au final, quoi. Je pense que vous allez chercher des gens les plus complotistes aux gens les plus rigoureux dans l'application, on leur dit mais vous avez pas envie d'une société basée sur l'empathie, ou plutôt que tout de suite juger, t'as dit ça donc toi je veux plus te voir, en fait on préférerait largement des trucs où on a un petit peu d'ouverture vis-à-vis de nous-mêmes et de nos limites, que du coup on comprend qu'en face on puisse aussi être capable de ça, et c'est vraiment pour le coup, bien qu'il y ait plein de choses positives dans les médias sociaux numériques, ces effets de bulle, de renforcement, parce que tout le monde dit la même chose, alors on y va de plus en plus fort, et puis on voit que ça et tout, c'est quand même négatif parce que ça crée des espaces où on dit des choses vachement extrêmes, et encore une fois, c'est pas nous dans la diversité de nos facettes. On s'expose souvent au même type de contenu puis au même type d'opinion, fait que ça renforce. Ça valide ce qu'on pense dans notre tête, mais des fois, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure option. Des fois, il y a peut-être une certaine, sans que ça aille à l'extrême, une certaine nécessité aussi, je pense, de prendre une distance. Tu sais, comme la pandémie est un événement vraiment difficile que tout le monde vit de manière différente. Des fois, tu sais, comme Charlie t'en a parlé à travers tes vidéos aussi, tu vois des comportements des autres qui viennent tellement de te chercher au fond de toi, puis qui probablement viendrait pas te chercher autant dans un contexte qui était pas celui-ci, mais j'imagine des fois c'est juste tellement intense, puis des fois on sait juste tellement pas comment gérer ça, que des fois on dirait que la seule solution qu'on voit ici maintenant, c'est de prendre un step back puis d'être comme c'est trop pour moi, faut que je prenne du recul. Fait que j'imagine qu'après ça va être une question de
une fois que tout comme se calme un peu puis qu'on a une meilleure compréhension de ce qui s'est passé tant dans le monde qu'avec nous-mêmes, finalement, de réfléchir à, bon, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie, est-ce qu'on est prêt de passer, est-ce qu'on est prêt à revenir sur les décisions qu'on a prises puis passer au travers, ou est-ce que, justement, on se définit autrement puis on fait comme... Oh, well, OK. Ben moi, je continue dans cette trajectoire-là. Puis, fait que je pense qu'il va y avoir un gros... Puis on en a parlé dans le dernier podcast. Il va y avoir un gros rôle d'identification. Il va y avoir un gros rôle d'identification à travers la pandémie. Puis j'ai l'impression que ce qu'on peut voir, c'est un shift, justement, qui se crée puis qui veut pas, étant donné que c'est un de nos seuls canaux ces temps-ci, passe à travers les médias sociaux, finalement. Et finalement, c'est des contextes de communication. Je dirais, en analyse de discours, là, ça montre à quel point on n'a pas nécessairement de compétences sur un truc que normalement, c'est possible, en tout cas, en termes de communication, c'est de dire, je vais pas changer mes idées, mais je suis capable de te tolérer, bien que tu penses différemment. Et en fait, c'est un peu ça, de dire, OK, moi, je pense que je suis complètement en opposition avec ce que tu dis sur le fond. Donc, tout le temps, je vais être capable de discuter avec toi en disant non, je ne suis pas d'accord, pas porter le masque, vouloir partir, faire le party au Mexique ou des trucs comme ça. Non, je suis absolument pas d'accord. Mais ça m'oblige pas, parce que je suis pas d'accord, à te détester. On n'est pas. Je peux te dire, je n'adhérerai jamais à ce que tu fais. Et puis, je peux quand même te tolérer en tant qu'être humain à côté. Mais c'est pas facile, hein, en fait. Et puis, c'est pas des choses vers lesquelles on est beaucoup encouragé. On n'est pas formé à ça. Il n'y a pas tant de situations. On est dans des sociétés quand même super individualistes. Hein. On voit aussi le mal que ça fait d'avoir dit soyez juste des bons enfants consommateurs et pas des citoyens. Là, ça fait pas mal de temps qu'on est dans ce genre de Moi, je le vois beaucoup, société, le shift d'individualisme à comme plus communauté, là, parce qu'on n'a pas le choix. Là. Si tout le monde pense à soi-même, ben personne ne va les respecter, les règles. Non, c'est ça. Mais t'as pas le choix de penser aux autres. Mais non, ça nous rappelle qu'on est tous liés, quoi. Ouais. On n'a Vraiment. pas l'habitude de ça, ouais. Puis ça, c'est un truc, je pense, qui est quand même intéressant avec la pandémie, c'est qu'au-delà de la société québécoise, on fait partie d'un tout, tu sais, c'est l'humanité, on fait partie, tu sais, de la même... on a tout... J'ai comme une... J'espère, en fait, puis je sais pas si les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va pouvoir faciliter, probablement qu'il le facilite déjà, parce que je pense que on voit quand même déjà des mouvements collectifs qui prennent l'élan grâce à ça. Mais vraiment de réaliser, c'est ça, tu sais, on est de la même espèce, on a vécu quelque chose de vraiment comme important ensemble, en commun, comme tout le monde a géré un peu comme qui pouvait, mais aussi en essayant de s'entraider puis en pensant à l'un l'autre le plus possible. Fait que j'espère vraiment, c'est ça, que les réseaux sociaux, à travers comme toute l'importance qu'ils ont pris dans la dernière année, en fait, vont aider à comme pousser peut-être ce mindset-là plutôt que de diviser puis de pointer du doigt. Mais là, toi, non, pourquoi t'as fait ça? Puis tu sais, fait que j'ai... Hopes for the future. On croise les doigts. Ça va être différent, on s'entend là, quand on sera plus confiné aussi. Je pense que ça va prendre pas beaucoup de temps. Hein. Qu'on va comme trouver le sourire tranquillement. Oui, je pense que ça va être quand même rapide. Mais juste là, le fait d'être capable d'être dehors, puis de regarder des gens comme... Ouais, puis même si tu ne connais pas, un peu comme tu disais, dans la rue, les gens sont gentils. Les gens sont de bonne humeur depuis quelque chose, surtout avec le soleil, là, vraiment, là, je le remarque. Mais c'est ça, puis même si tu prends une marche dehors, là, juste le fait d'avoir un semblant de comme, oh mon Dieu, la société, elle existe encore à l'extérieur de nos écrans, il y a quelque chose de quand même palpitant par rapport à ça, là. J'aurais une autre question aussi, si on peut. Donc, c'est Jade, 22 ans, étudiante universitaire. Elle nous demande, dans le fond, est-ce qu'il ne devrait pas avoir une loi ou une restriction concernant les titres d'articles des journaux qui sont beaucoup trop alarmants? Les gens ne se fient qu'aux titres et la mauvaise information circule rapidement. Donc, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Moi, je pense que oui aussi, là. Ben, tu sais, en même temps, ils font tellement d'argent là-dessus que... Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que ça vient beaucoup jouer aussi à la division des gens, là. Tu sais, comme... L'été passé, les parcs. Fait que là, tout à coup, tu vas au parc, t'es un démon. Mais au final, il y a plein de gens qui respectaient les règles au parc. Il y en a qui ne le respectaient pas, mais il y avait beaucoup de gens qui respectaient les règles. Puis je pense qu'en général aussi, tu vois un grand titre, puis ça alarme les gens. Ou à voir aussi, moi, je trouve ça très négatif depuis quelque temps. Là, ils nous annoncent d'avance qu'est-ce qui va arriver dans la conférence de presse. Puis souvent, c'est plus intense que ce qui arrive, mais moi, j'ai l'impression de me faire barouetter d'un bord puis de l'autre. C'est fatigant. Là. Moi, vraiment, j'aimerais ça qu'il y ait une loi, mais j'ai l'impression que
ça arrivera pas nécessairement. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Bah ça, là, depuis que les sciences de la communication existent, il y a des travaux sur les médias et leur tendance au sensationnalisme. Et puis plus on les met dans des systèmes où ils doivent gagner de l'argent, c'est compliqué. Les médias, là, dans une démocratie, c'est un rôle super important. L'information, là, s'il n'y a pas d'information, on n'est pas des vrais citoyens. Mais en même temps, on leur demande d'être viables sur des marchés hyper complexes. Et donc, ça les amène à ça. Et c'est un énorme problème. Et puis effectivement, là, le sensationnalisme dont tu parles, c'est dramatique. Là. Ouais. C'est vraiment dramatique. On joue sur la peur, on joue sur des extrêmes. On essaye de trouver le baudet sur lequel taper. Alors ça a été, c'est les vieux, c'est les jeunes, c'est les vacanciers, mais ça simplifie à outrance le problème dans lequel on est. Et c'est quand même très problématique. Et encore une fois, pareil, pour quand même la nuance par rapport aux études, les médias font pas que ça. Là. Il y a aussi des contenus super bons, etc. Mais il y a une tendance à ça qui est quand même visible, c'est sûr. Et c'est un gros problème. Mais par contre, la solution de la loi, elle est problématique parce que ça, c'est moins pire qu'une loi qui dit ce que devrait être l'information. Parce que là, on n'est même plus en démocratie. Si on est ça, et ça, c'est un problème insoluble. Ben ouais, non, c'est parce que là, c'est vraiment 1984, quoi. C'est le ministère de la vérité, là. Mais en fait, on y repense tout le temps. Par exemple, avec les problèmes des fake news, il y a eu ça. Il y a plein de pays qui ont passé des lois. Et puis après, on se rend compte, la perte en termes de démocratie, elle est énorme. De liberté. Donc en fait, ça marche pas. Et moi, je dirais, la solution, c'est plutôt d'essayer d'apaiser la pression financière qu'il y a sur les médias, parce que les journalistes, ils sont bien formés. Et puis en général, c'est des gens qui ont une vraie éthique de travail, qui veulent avoir un rôle dans la société, etc. Et si on leur mettait moins de pression financière, ils feraient du travail de meilleure qualité, ils arrêteraient de chercher la sensation pour plutôt donner des trucs utiles, etc. Parce qu'il faut se rappeler, regardez au Québec, là, quand même, sur un an, c'est quasiment que les médias qui ont sorti les gros enjeux de pourquoi on disait qu'il fallait pas porter de masque et puis que maintenant on dit qu'il faut en porter, sur l'état dans les CHSLD, les questions de mesure des taux de concentration dans les écoles, etc. C'est que les médias qui font ça. Et ça, on est content quand ils font ce type de travail d'enquête qui révèle plein de choses, qui obligent à réfléchir politiquement sur les choix qui ont été faits en termes de mesures, etc. Ouais. Et ça, c'est leur rôle. Et il faudrait juste leur donner moins de pression financière qui permettrait qu'ils jouent que ce rôle-là et qu'ils n'essayent pas en même temps de faire, on parle de clickbait là, ou trucs comme ça, c'est parce qu'ils sont pris dans ça, sinon... J'aurais une question peut-être par rapport juste à ce que tu viens de dire. Pour quelqu'un qui voit ces nouvelles-là, puis qui fait juste lire, comment il est capable de distinguer une nouvelle qui va amener justement, comme ce qu'on a appris tout au long de la pandémie, versus un clickbait, parce que c'est pas tout le monde encore qui est capable de différencier les deux. Est-ce que tu aurais comme un truc pour les gens qui... Je te dirais, le sensationnalisme, dès lors que tu sens que ça t'attrape d'abord aux tripes, au cerveau, il faut se dire, bon, peut-être que là, je devrais prendre une bonne inspiration. Et puis, donc, il y a cette dimension-là. Mais après, en termes d'éducation aux médias, c'est plus le truc de base, c'est de dire, faut lire de plusieurs sources. Même des sources que t'aimes pas, même si ça t'énerve de lire leurs interprétations, tu lis de plusieurs sources. Parce que déjà, par exemple, quand tu vois qu'il y a une seule source qui a parlé d'un truc et puis aucune autre, tu peux dire, c'est quand même bizarre. Elles parlent toutes de l'actualité. Comment ça se fait qu'il y en a qu'un qui en parle? Est-ce que c'est parce que réellement il y a un truc ou est-ce que c'est parce qu'en fait, ils vont chercher un sujet pour essayer de faire parler de quelque chose, mais en fait que c'est pas du tout pertinent et tout. Et puis en plus, la variété aussi, ça permet de voir les points de vue derrière, parce qu'on a tendance à dire on veut des infos objectives, mais le monde il est pas objectif, on est des êtres humains, on est des êtres de symbolique, on n'est pas que des êtres d'objectivité, et les journaux ils peuvent essayer de travailler la construction des faits de manière la plus objective possible, mais c'est même pas objectif, c'est un métier, ça se fait de manière assez précise, mais ensuite ils vont analyser, etc. Et ça c'est beaucoup plus sujet à discussion. Et puis si tu as une diversité de sources, ça va te permettre de toi-même t'autoriser soit à être d'accord avec soit même à prendre du recul et puis dire tiens, j'ai une petite synthèse de tout, etc. Puis une autre question qu'on a, en fait, il y a Roger, 23 ans, qui est un employé à temps plein. Donc, comment garder un équilibre sain pour éviter de trop se comparer aux images parfaites que l'on voit sur les réseaux sociaux? Ça, je pense que c'est intéressant, parce que pendant la pandémie, justement, comme on disait, on est tellement scotché à nos téléphones que veut pas ces images parfaites-là. J'imagine qu'on en voit un peu plus qu'à l'habitude.
Oui, puis c'est intéressant que ce soit un gars qui la pose. C'est 2 fois plus intéressant, je trouve, que ce soit Roger qui la pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai l'impression que, tu sais, choisir le type de contenu qu'on voit, ça peut être important. Tu sais, moi, en tant que femme, tu sais, il y a des comptes mettons, des filles qui présentent leur vie parfaite, leur corps parfait. Je les suis pas parce que souvent, je sais qu'il y a de la retouche photo là-dedans, puis c'est juste comme, pourquoi me démoraliser à tout le temps être exposée à une image? Tu sais, je veux dire, c'est impossible que je me compare pas. Fait que moi, j'essaye de filtrer un peu mon type de contenu. Oui, il faut que je vois un peu de tout parce que, bon, c'est ça que je fais. Mais quand je regarde mon feed pour mon fun à moi, ben j'essaye de suivre des gens qui, oui, m'inspirent, mais ne vont pas non plus me décourager en montrant une image qui a pas de bon sens ou qui, tu sais, juste une vie trop parfaite, En fait, même, je suis rendue à un point où j'ai un manque d'intérêt pour ce type de contenu-là, étant donné que j'en fais du contenu, puis je sais à quel point c'est pas vrai. Ouais. Tout ce qui est photoshoot tout le temps, là, tu sais, mané. Non, c'est ça. Non. Ou même choix. Je me rappelle un exemple, je pense que tout le monde a vu ce documentaire sur les influenceurs et comment ça s'appelait, le festival, la Fire Festival. Oh my God. Et il y a un moment qui est super intéressant où le gars dit: j'ai passé la pire année de ma vie, j'étais en dépression profonde, il n'y a rien qui allait, etc. Et je regarde mon fil Instagram, c'est que des photos de plage, ça fait rêver tout le monde. C'est tellement pas ce que j'ai vécu, etc. Et en fait, faut vraiment être conscient que Internet, maintenant, c'est un espace très, très, très stratégique. On expose des choses qui ont été réfléchies. Souvent, c'est à vocation commerciale. Et donc, dans les sociétés de consommation dans lesquelles on est, il y a quand même une équation qui est quand même quasiment systématique. Il faut frustrer les gens, comme ça, ils consomment plus. Et donc, ça suit cette logique-là aussi. Et donc, être conscient de ça, déjà. Parce que comme ça, pourquoi pas, on peut continuer à regarder un peu ces contenus en disant: bon, bah, je vais m'inspirer un peu, mais je sais que c'est pas possible, donc je m'inspire qu'un peu. J'essaie pas je me dis pas: mais je serai jamais à hauteur, sachant que c'est les plus belles personnes au monde qui ont leur journée à être les plus belles et à s'occuper que de ça, qui en plus sont retouchées derrière et tout. Faut que tu te dis, où il y a un photographe pro qui a magnifié, etc. De dire, voilà, simplement être conscient de ça, c'est dire, ok, j'aimerais bien aller dans cette direction-là, mais je sais qu'il faut pas que je sois comme ça. C'est juste des inspirations. Puis après, le deuxième truc, c'est ce que tu disais, la diversité, montrer qu'il y a plein d'autres espaces en ligne où il n'y a pas autant cette pression-là, quoi. Et on a cette tendance quand même, parce que c'est hyper présent sur les médias sociaux numériques, mais moi j'ai bossé au début de ma carrière sur les magazines féminins. C'était incroyable l'aliénation qu'il y avait à l'intérieur des représentations féminines. C'est fou, et pourtant ça se vendait beaucoup, mais on a un peu cette tendance à quand même aller vers ce truc alors que c'est mauvais pour nous. Donc en être conscient et se dire faut que j'ai aussi d'autres choses qui me permettent de me rappeler que ça c'est pas la vraie vie et que c'est des inspirations à prendre avec beaucoup de recul, quoi. Mais même je trouve que de plus en plus ça devient plus populaire, même l'authenticité, la vraie vie. Tu sais, on voit beaucoup de posts de comme publier son visage. Même moi, tu sais, j'en parle beaucoup dans mes réseaux sociaux. J'ai parlé récemment de l'effet des filtres. Je trouve surtout avec la pandémie, on voit de moins en moins de gens. Puis là, on voit juste des gens à travers le filtre. C'est beau être écrit qu'il y a un filtre, ça vient nous jouer dans la tête quand même. Puis même pour nous, moi, ça venait que je me disais, il faut que je mette un filtre parce que genre, je me trouve pas. Mais depuis que j'ai enlevé mes filtres, depuis quelques semaines, on dirait que tranquillement pas vite, c'est bizarre, mais je me vois pour de vrai. Je me voyais vraiment pire quand je mettais des filtres. Honnêtement, là, j'avais une dysmorphie de mon propre visage que maintenant, je me trouve cute, là, sans mon filtre. Finalement, je suis bien correct. Mais il y a beaucoup, beaucoup de contenu de plus en plus, puis de tendances là-dessus. Puis c'est intéressant parce que c'est comme en train de devenir la beauté vend plus tant, ou tu sais, la beauté, oui, mais la beauté parfaite, retouchée, commence à ne plus fonctionner. Les gens l'ont trop vu, sont désensibilisés à ça, là. J'ai l'impression. C'est hyper uniformisant parce que c'est un filtre, quoi. T'imagines, après, c'est appliqué sur tout le monde. Donc ça voudrait dire il y a un modèle de beauté possible. C'est horrible. Ça fait toujours la même affaire. Nos visages se ressemblent tous. C'est super aliénant, je trouve, vraiment. Puis je suis contente de voir qu'il y a du changement qui se fait par rapport à ça. Beaucoup de comptes. J'en partage beaucoup sur mes réseaux sociaux. J'en parle. Je dis, allez suivre tel. Suivre aussi diversité, tu sais, de tous les types de personnes, c'est super important. Je trouve surtout en tant que femme, tu sais, je sais que les hommes, c'est la même chose, mais comme, tu sais, je vais parler juste pour moi, tu sais, on a une pression épouvantable. Fait que c'est bien de voir que non, ça fait pas de sens. Parce que quand tu vas dans la rue,
personne ressemble aux gens sur Instagram. Personne. Fait que c'est juste ridicule de se mettre cette pression-là, je pense. Ok, tu voulais une autre question? Ou... si t'en as une, on peut y aller. Sinon, on devrait peut-être passer. Oui, il y en a. Il y en a quand même plein. Là. Je pense une dernière, puis on va passer aux solutions après. OK, parfait. Dans le fond, j'ai Sophie, 24 ans, qui est étudiante et enseignante au cégep. Elle nous demande, dans le fond, elle dit « Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient de la difficulté à maintenir le contact avec les autres, au point où ils prenaient des pauses des réseaux sociaux. Je peux comprendre, mais en même temps, c'est particulier puisque les réseaux sociaux sont pratiquement le seul outil de communication qu'il nous reste durant la pandémie. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer que des gens ressentent le besoin de s'isoler encore plus? » Il y a deux choses. Il y a la dynamique psychologique où, effectivement, quand on a des problèmes de sociabilité, on finit par aller dans des cercles vicieux, quoi. Et où, donc, ça, c'est vrai que les conséquences en termes de santé mentale de la pandémie, elles sont vraiment importantes. Et puis, c'est pour ça que, que l'été arrive et qu'on puisse un peu plus sortir, qu'on revoit qu'il y a des vrais gens qui existent en 3 dimensions, là, et tout, c'est quand même vraiment important. C'est aussi des choses à essayer de faire admettre au niveau de la santé publique et tout, de ne pas être trop juste sanitaire dans la gestion d'une pandémie, là, de rappeler que les dimensions de la santé, elles sont multiples. C'est pas juste pas attraper la Covid, là, c'est d'avoir une santé mentale, d'avoir des saines habitudes de vie, etc., qu'on a un peu laissé tomber en ce moment, là. Et donc il y a cette dimension-là. Et puis l'autre dimension, après, c'est peut-être plus sain. Là, c'est justement si on est sur des espaces où les gens sont de plus en plus agressifs les uns avec les autres et tout, ça peut être aussi une bonne protection de se dire je lâche un peu parce que je vais finir par vraiment devenir misanthrope, là. Donc ça peut être aussi bon signe. Et puis à ce moment-là, se dire qu'est-ce que je peux faire comme autre manière de connecter aux autres. Diversité des espaces en ligne où on peut rencontrer. Quand j'ai passé ma journée à essayer d'analyser les discussions sur les groupes violents, je passe un petit peu de temps sur les groupes où les gens s'entraident, où les gens où beaucoup, surtout les groupes de discussion où les gens sont pas d'accord, mais se respectent les uns les autres et argumentent pour expliquer leurs points, etc. Et puis ça rappelle, c'est complètement possible, encore une fois. Et quand on ressort, là, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on ressort, dire, les gens sont bien, là, quand même, l'humanité est bonne. Et encore une fois, c'est pas juste de l'idéalisme, ils existent, ces groupes-là. C'est juste qu'il faudrait y aller aussi. Et puis malheureusement, les médias insistent beaucoup sur les groupes où ça se passe mal. Et nous, il faut qu'on lutte contre cette tendance qu'on a à aller là où ça nous énerve. Et où c'est ça. C'est vrai. Mais je pense aussi, tu sais, moi, je trouve qu'on doit tous respecter la décision de quelqu'un de s'en aller des réseaux sociaux. Parce qu'il y a des trucs négatifs, puis pour vrai, ça dépend des types de personnes. Il y en a qui prennent ça beaucoup plus à cœur que d'autres. Puis je trouve que c'est important de comprendre, même s'il y a juste les réseaux sociaux, c'est quand même lourd, des fois, les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi de rappeler comme qu'il n'y a pas juste le numérique. On peut voir des gens, je veux dire, quand tu marches dans la rue, tu peux voir des gens, tu peux, à 2 mètres de distance, voir quelqu'un. Ça prend un effort un peu plus grand. Puis c'est pas aussi confortable que la façon qu'on voyait nos amis avant, mais il y a moyen de le faire quand même, puis il y a moyen de connecter dans la vraie vie, pas juste de façon numérique. Fait que non, c'est ça. Puis qu'il y ait des petites jasettes à du monde dans la rue, c'est le fun. Tu sais, moi, je marche beaucoup avec mon copain, puis tu sais, ça arrive que, mettons, un petit monsieur se met à nous jaser, puis je me dis, mais tu sais, lui, au final, c'est ça sa solution. Lui, il veut pas aller sur Instagram. Fait qu'il pique des jasettes au monde parce qu'il probablement qu'il habite seul puis que ça fait 1 an qu'il est seul, mais tu sais, c'est une autre solution que juste les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut pas juste s'appuyer là-dessus pour socialiser. Oui, puis ça fait du sens avec le résultat qu'on avait de notre étude, justement, que peut-être justement le fait d'être toujours exposés à la COVID, en plus d'aller parler à des gens qui, eux aussi, filent pas, puis ils vont aussi te déverser un peu leur détresse à travers ça, c'est sûr que tu as une tendance à t'isoler par rapport à ça. Tu vas pas bien, tu peux pas aider les autres qui vont pas bien aussi. Mais c'est une super bonne idée là, de marcher dehors puis d'aller parler à des gens que tu connais pas trop, puis tu sais que là, ça leur fait du bien là, d'avoir une petite conversation. Ouais, c'est le fun de faire ça, pour vrai. T'sais, quand quelqu'un commence à me parler dans la rue, je sais que c'est probablement quelqu'un qui est en isolement seul, fait que je suis super réceptive à ça parce que je me dis, faut continuer à... On est des humains, il faut pas l'oublier que ça, on a le droit d'avoir des besoins
de socialisation réelle et non pas juste comme le Zoom party, là. On l'a fait, là. C'est bon. C'est ça, on peut diversifier. Puis avec le beau temps, c'est comme, je sais pas, je trouve que c'est la meilleure nouvelle qui peut pas arriver, là. Tu peux aller dehors puis parler à des vrais êtres humains. 100%. En toute sécurité. Puis justement, parlant de solutions, de comment est-ce qu'on peut, tu sais, justement, aller chercher, pas passer par-dessus ça, mais aller chercher du support ou comment mieux gérer, en fait, c'est ça. Donc, en comprenant un peu mieux les différentes utilisations des médias qu'on a eues pendant la pandémie, comment la pandémie a fait changer ces utilisations-là, mais aussi comment cette différence d'utilisation-là peut nous affecter psychologiquement. Il y a quand même plusieurs pistes de solutions qu'on peut utiliser, vers lesquelles on peut se tourner pour avoir une utilisation peut-être un peu plus saine puis moins anxiogène, parce que c'est un peu ça aussi qu'on voit. On voit beaucoup de gens qui rapportent « utiliser les médias comme je le fais en ce moment, c'est parce que ça me stresse puis ça m'aide pas. Et donc, dans le fond, la recherche montre que les médias sociaux, c'est pas nécessairement une source de stress pour les gens qui les utilisent strictement pour rester en contact avec leurs proches. Donc, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Donc, c'est ça. Donc, par contre, c'est sûr que c'est important quand même de rester en contact avec les gens qui nous font sentir bien. Donc, c'est sûr aussi que c'est un peu comme Alexandre, tu le mentionnais, c'est que c'est très complexe. C'est des interactions qui sont très complexes. Donc, ça dépend du pourquoi tu l'utilises. Ça dépend aussi avec qui tu l'utilises. Donc, quelle personne, le support de qui est-ce que tu vas aller solliciter. Donc, vraiment rester en contact avec des gens qui nous font sentir bien, qui sont positifs. Puis, tu sais, qu'après une conversation avec eux, on n'a pas l'impression que ça nous active puis que ça nous fait réagir. C'est sûr que des fois, c'est difficile de prendre conscience que certains de nos amis, certains créateurs de contenu qu'on voit, certaines personnalités publiques qu'on aime suivre, peut-être que ça nous apporte trop de stress. Fait que ça pourrait être une solution de momentanément, comme le temps que tu en as besoin, peut-être de moins regarder leur contenu, de varier un peu plus le contenu, comme Alexandre l'a dit, surtout pendant la pandémie, tant que c'est pour son bien-être personnel. Puis, des petits trucs comme ça peuvent éventuellement vous aider avec votre santé mentale. Donc, je ne sais pas si vous avez comme d'autres stratégies que vous pourriez lancer là, pour tout le monde à propos de comment se distancer justement de la négativité peut-être sur les réseaux sociaux ou du stress qu'on peut ressentir pendant la pandémie parce qu'on veut rester connecté, mais en même temps, ça nous génère du stress. Tu as parlé de marché. Est-ce que vous avez d'autres idées aussi pour conclure? Tu sais, mettons juste aussi si on parle de réseaux sociaux, je trouve que c'est nono, mais moi, j'aime bien suivre des gens qui parlent jamais du COVID. Tu sais, j'en ai des influenceurs que, comme, on dirait que ça n'existe pas dans leur tête, mais pas dans le sens qu'ils voyagent, mais comme, il y en a qui se font juste partager comme si de rien n'était. Puis ça, c'est quand même le fun de voir des gens juste ne jamais, t'as l'impression que sur leur plateforme, ils n'en parlent pas des mesures, ils parlent pas de leur mécontentement. Puis les autres ont le droit de le faire aussi, mais c'est cool de voir des gens qui font juste vivre leur petite vie, être dans leur appart, puis montrer leurs recettes qu'ils font, puis montrer qu'est-ce qu'ils ont fait comme projet, puis that's it. Ça fait du bien d'avoir cette variété-là, et non juste des gens qui vont parler de ça. Mais les deux peuvent être agréables. Des fois aussi, ça me fait du bien de voir Brendan chialer sur telle affaire. Je suis comme, moi, je suis pas toute seule, tu sais. Fait que c'est la variété, je trouve que ça vient vraiment comme rendre ça plus sain. Puis marcher. Et puis trouver des aides, on en parlait au début, là, au début il y en a eu beaucoup, mais ça existe encore, là, toutes ces personnes qui donnent des solutions pour occuper ses journées, quoi faire avec ses enfants, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses un peu simples d'accès qui nous sont interdites en ce moment. Mais je veux dire, on est des humains, on est super créatifs. Là. On peut se révéler dans plein d'autres choses. Les longues journées à moins 25, on peut lire, par exemple, se remettre à lire. Et puis des fois, on y trouve des trucs, pas simplement parce que ça fait bien de lire, et qu'on pourra poster une photo sur Instagram avec un filtre où on a l'air sérieux, mais simplement parce que des fois, on y trouve des trucs et puis du sens à ce qu'on est en train de vivre, du sens à notre vie, du sens à... Il y a plein de choses. En fait, c'est des moments qu'on peut saisir de manière créative aussi. Hein. Faut pas hésiter à ça, mais pour ça, c'est peut-être, on en a vraiment beaucoup parlé tout le temps, on revenait sur ça, la variété, faut pas être juste dans quelques espaces, faut aller chercher plein de contenus différents. Et je dirais peut-être quand même
en spécialiste de la communication, là, c'est toujours se rappeler que ces espaces-là, c'est des espaces qui ont le contexte fait qu'on va dire certaines choses et pas d'autres. Donc, toujours leur prendre avec ce recul-là, en disant, OK, là, la personne, elle montre ça, mais elle le montre ici. Est-ce que c'est réellement elle tout le temps? Est-ce que tout ça, ça permet de prendre du recul. Et puis aussi de se dire que communiquer, c'est quand même faut savoir le faire. Là, c'est pas si simple que ça. Et que les espaces en ligne pour communiquer, ils sont moins simple que quand on est en face à face. Il y a plein de trucs, ne serait-ce que notre paraverbal là et tout, qui disparaît au moins en partie. Et donc, c'est un peu plus d'effort. Mais qu'on peut aussi, quand on est frustré justement face à de l'agressivité qui monte, etc., faut se rappeler que si nous, on fait un effort d'ouverture et dans la construction de nos discours, mais après on est très satisfait nous-mêmes parce qu'on se dit mais moi j'ai pas été comme ça, moi justement j'ai essayé de donner une image positive de comment on pourrait vivre ensemble en se respectant les uns les autres, et c'est très gratifiant pour soi, là ça fait du bien à l'intérieur là. Et en plus il se trouve que ça fait partie des tests qu'on fait, ça marche, c'est-à-dire que quand quelqu'un s'exprime comme ça, les gens ne leur répondent pas agressivement, ils tolèrent ça. Et nous, on a eu plein de trucs justement sur les arguments avec des complotistes. On n'est pas du tout d'accord, mais voilà pourquoi. Et en essayant d'argumenter, en respectant la personne en face, en montrant comment on peut être empathique avec certains vécus de la personne, mais en disant mais voilà, ton vécu négatif ne doit pas empêcher qu'à un moment on prenne en compte certaines informations qui sont des informations fiables ou des trucs comme ça. Et en fait, les personnes ne vont pas nécessairement être convaincues par nous, mais en tout cas, ça reste très cordial du coup l'échange. C'est pas du tout des insultes, etc. Et en fait, ça. On en est capable et je trouve que c'est très gratifiant parce qu'on a l'impression de participer collectivement à plutôt aller vers du meilleur et on en est capable, encore une fois. C'est pas les plateformes, là, les Instagram, Facebook, etc. Elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'on publie un maximum de choses rapido, etc. Elles nous encouragent pas à ça, mais nous, on n'est pas obligé de suivre ce rythme-là, on peut faire autrement. Non, c'est vrai. Puis même, tu sais, comme quand tu disais faire de la lecture, des trucs comme ça, tu sais, je pense que ça me fait juste penser, je pense que le best, c'est de pas focusser sur ce qu'on peut pas faire, mais sur ce qu'on peut faire. Puisque, c'est ça, c'est de continuer la même énergie qu'on avait en début, où est-ce qu'on se disait, je me donne le temps pour faire des projets, je me donne le temps pour faire des trucs. Faut revenir à ça. Oui, c'est difficile, ça fait longtemps, mais faut juste comme pas penser à tout ce qu'on peut pas faire, mais vraiment ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire avec tout le temps libre qu'on a. Je veux dire, on en a du temps libre. On se plaint tout le temps de ne pas avoir assez de temps. Et puis, on est dans des sociétés hyper accélérées. Et effectivement, ça, c'est quand même un point positif d'avoir du temps. Je me rappelais plus, mais c'est vrai que du coup, dans les anecdotes positives, ça coïncidait le premier confinement avec ma fille qui commençait à essayer d'apprendre à faire du vélo. On a marché dans les ruelles. Mais c'est super beau, les ruelles de Montréal. Et je voyais ma fille apprendre petit à petit. Et puis, en 2 jours, du coup, bien sûr, elle était experte. Et puis après, elle faisait des tonnes de trucs. C'est un temps génial. Et puis là, il n'y a vraiment pas besoin de pouvoir aller au ciné. C'était super. Je suis hyper heureux. Ça sera un très bon souvenir, etc. C'est un bon moment de ma vie. Et ça ne demandait rien d'autre que pouvoir marcher dans la rue, effectivement. C'est ça. C'est sûr que c'est redondant avec le temps, mais bon, je veux dire, faut juste pas oublier qu'il va y avoir une fin à chaque chose, chaque événement dans la vie, puis il faut juste focusser là-dessus. Il faut se rappeler qu'un jour, on va peut-être se dire « Ah, dans le temps qu'il y avait la pandémie, je pouvais juste rester chez nous. J'avais pas besoin de me stresser. » Ça se peut qu'un jour, on s'ennuie du temps, parce que souvent, l'humain a tendance à se rappeler juste des beaux souvenirs, puis d'oublier le négatif. Mais je suis sûre que dans 10 ans, on va se rappeler « Oh, mon doux, on peut travailler de la maison. » C'est ça. On faisait des casse-têtes toute la journée. C'est le fun. On n'était pas obligé de socialiser. J'étais écœurée de voir le monde en bureau. Des excuses pour pas se pointer à quelque part, mais tu sais, c'est vrai. Puis en fait, je pense que ça nous enligne bien pour bien clore sur quelque chose de positif ou quelque chose ce pourquoi vous êtes reconnaissant pendant la pandémie. Je dirais, il y a plein de personnes qui se sont exprimées sur comment pourrait être le monde d'après, etc. Il y a vraiment des choses super riches. On se rend compte à quel point, on est des aides sociaux et puis on n'a pas du tout mis en avant ça depuis des décennies. Et puis personne ne sait bien faire ça. Et puis on est des aides qui avons besoin de communiquer et puis on ne sait plus faire ça. On est des aides qui effectivement disent rien que les sociabilités des gens dans notre rue, dans notre quartier, ça nous manque énormément. Et j'espère qu'il y a plein de gens qui en ont très bien parlé de ça. Et puis j'espère que pour l'instant on est tous tête dans le guidon, on n'en peut plus, etc. Mais quand ça sera passé, on relira ces trucs-là et on se dira tiens, pourquoi pas repartir avec ces voies-là, parce que dans ces cas-là on a peut-être moins besoin
d'avoir accès à tant de choses, de pouvoir aller consommer à fond le samedi après-midi et puis partir en voyage à l'autre bout du monde, parce qu'en fait, on trouve des sources d'épanouissement dans notre quotidien. Et je pense que c'est beaucoup de sagesse, finalement, la limite de philosophie de vie que ça nous impose. Hein. Et rappeler que c'est important, et puis ça nous aide à vivre des belles vies, quoi. Oui. Toi, Charlie? Mais moi, honnêtement, ma vie, elle a changé avec la pandémie. Là. Je suis devenue créatrice de contenu. Cet automne, je faisais les reviews d'Occupation Double. Yes. Et je venais de perdre ma job comme serveuse. Donc, je faisais 5 vidéos par semaine. Puis, j'ai gagné ma vie avec ça. Là. J'ai carrément... C'est devenu mon gagne-pain principal. Là. Bon, ça, c'est toujours comme ça. Mais ça a complètement changé ma vie. Puis, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour tout le monde de juste, des fois, s'investir dans des projets qui nous tiennent à cœur, qu'on ne croit pas nécessairement pouvoir le faire. On ne croit pas nécessairement... Mais, tu sais, je veux dire, dans la pandémie, on a le temps de faire des essais-erreurs, puis on a le temps d'aller un peu plus loin, d'aller essayer un peu plus des trucs qu'on a envie de faire. Puis je pense que ça a été la plus belle chose qui me suis arrivée. Tu sais, moi, il y a une partie de moi qui trouve ça plate qu'il y a eu une pandémie, mais il y en a une autre partie de moi qui me dit, s'il l'avait pas eu, c'est ça. J'aurais peut-être pas eu les opportunités que j'ai eues. Là. C'est sûr que je suis à cette petite échelle, mais pour moi, c'est gros. Pareil. Mettons, pour moi, je suis contente de ma vie, malgré tout. Comme vraiment, je suis contente de l'évolution des choses. Donc, ouais. Mais je pense que tout le monde peut vivre ça à certains niveaux. Ouais. Ben, c'est ça, pour faire du pouce sur le fait qu'on a réalisé des choses. Là, moi, c'est ça, ce que je suis reconnaissante, c'est que même à travers la pandémie, j'ai réussi à publier un roman. Puis ça, c'est un de mes rêves. Là, c'était comme un de mes rêves de publier. Puis là, je me dis, OK, là, je vais me donner un coup de pied dans le cul. Puis je vais soumettre mon livre à des maisons d'édition. Puis malgré la pandémie, malgré tout, tu sais, ce qui est le fun, c'est que les gens ont commencé à plus lire, à plus regarder les réseaux sociaux. Ouais. Donc, des vidéos, moi, je les ai toutes écoutées. Donc, c'est le fun parce que malgré ça, les gens ont quand même acheté mon livre puis ils lisent quand même. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis pas mal reconnaissante. C'est quoi ton livre? Ça s'appelle Monstre. C'est un livre... J'ai entendu parler, il me semble. Oui, ça se peut, mais à distinguer avec Le Monstre qui est d'Ingrid Farley. OK. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est Monstre tout seul, puis c'est un drame psychologique. Donc, encore une fois, dans la psychologie, là, c'est un psychologue qui se rend compte que ses patients ils ont vécu un drame commun. Puis là, il va essayer de découvrir un peu c'est quoi le drame à travers le roman. Wow, là, il faut que j'aille chercher ça. Mais, en tout cas, les gens, faites-vous plus confiance. Oui, c'est ça, exact. Dans la pandémie, ça vaut la peine, des fois. Il n'y a plus personne qui peut vous dire que vous n'avez pas d'affaires parce que vous ne voyez plus personne, fait que faites vos affaires. Puis il n'y aura plus personne qui va vous mettre des bâtons dans les roues. C'est ça aussi, tu sais. Il n'y a personne pour me dire que mes vidéos étaient ridicules, fait que j'ai faisais. Ouais, et puis souvent, tu sais, on dit, il y a beaucoup de frustration face au monde tel qu'il est, puis en même temps, on dit, ouais, mais les choses sont comme ça. Ouais, puis en fait, là, il y a un truc qui nous prouve que non, en 3 secondes, les choses, elles peuvent ne plus être comme ça. Et qu'en fait, nous, on peut en profiter aussi individuellement, parce que les voies sur lesquelles on est parti, peut-être qu'elles ne nous plaisent pas. Je trouve qu'il y a des choses super importantes, par exemple, en termes il y a eu beaucoup de changements de profession, avec plein de personnes qui se sont rendues compte, mais du jour au lendemain, on est dans une crise, et moi, que je travaille ou je ne travaille pas, ça fait aucune différence. Oui. Et ça, c'était quelque chose il y a un grand anthropologue là, qui avait fait les bullshit jobs, là, qui avait dit, il y a vraiment plein de personnes qui souffrent énormément parce qu'elles se rendent compte que soit elles servent à rien, voire même elles participent à faire le monde moins bon. Ouais. Et en fait, il y a plein de personnes comme ça qui se sont rendues compte, non, mais en fait, je veux autre chose, quoi. C'est pas nourrissant, j'ai besoin d'autre chose, etc. Mais ça, faut saisir l'opportunité. Et puis là, encore une fois, ça nous rappelle, l'état des choses peut pas changer et tout. Ben non, un tout petit truc micro de la taille du micron peut nous transformer complètement la planète, quoi. Donc, 100%. Puis toi, Marjo, est-ce que tu as quelque chose pour laquelle tu es reconnaissante? En fait, pour terminer vite, je pense que j'ai vraiment appris à faire plaisir à mes proches de loin. Tu sais, veux pas, il y avait une grosse partie de notre petit bonheur, je pense, qui vient à voir les gens proches de nous sourire. Puis avec la pandémie, le fait qu'on est à distance à travers les réseaux sociaux, c'est pas toujours évident. Fait que j'ai commencé à commander des déjeuners pour mon chum qui habite à Ottawa en plus, ou pour ma sœur qui est à Sherbrooke. Fait que, tu sais, juste d'échanger des petits trucs comme ça qui... Tu sais, c'est ça. Apprendre à faire plaisir à distance, je trouvais que c'était un petit soleil de plus dans les journées, des fois, qui était un peu tough de rester à la maison.
Nice. Justement, là, on clorerait le podcast, mais juste avant, on voudrait savoir, dans le fond, où est-ce qu'on peut continuer de vous suivre. Donc, on vous remercie vraiment pour la discussion, mais on voudrait que les gens qui ont aimé la discussion puissent continuer de suivre tes travaux ou justement ta chaîne. Donc, si vous voulez vous vendre. C'est le temps de vous plugger. Oui, c'est ça. Pluguez-vous. Moi, ça ira vite. J'ai pas grand-chose parce que j'ai un compte Twitter pour diffuser un peu la veille autour de mes recherches et puis de mes domaines de recherche. Mais c'est vraiment pour la recherche. Je me vexerai pas si vous trouvez pas ça super intéressant. Mais sinon, il y a aussi, ce qui est quand même drôle, si on peut faire du piggyback, c'est Alain qui a été notre premier expert invité. Lui, il a dit « Googlez-moi ». Fait que j'imagine qu'on peut faire la même chose avec toi, te googler. Puis, ouais. Et c'est vrai que j'interviens beaucoup en recherche, quoi. Donc il y a plein de choses, il y a plein d'articles de scientifiques ou des choses comme ça. Mais je dirais que le Twitter, j'essaye de plutôt mettre de la mobilisation des connaissances, des trucs plus digestes. Là. Super. Bon, écoutez, follow me on Instagram, on Twitter, on Facebook. Non, mais c'est YouTube, ma chaîne YouTube qui est comme ma place principale ici Charlie. Sinon, Instagram ici.charlie. On y va vraiment dans toute la même gamme de même nom. Fait que c'est ça. Si ça vous tente de suivre mon quotidien et mes vidéos de n'importe quoi, honnêtement. Je commente l'actualité, je commente les influenceurs, mais je commente des trucs qui me tiennent à cœur, puis je donne mes opinions sur tout. Je conseille. C'est ça, voilà, c'est approuvé. On vous remercie énormément pour la discussion. C'était super intéressant. Je pense qu'on a appris beaucoup aussi, tant nous qu'à la maison, on espère aussi. Donc, un énorme merci. Puis, Voilà. Merci d'avoir organisé ça, surtout. Merci beaucoup.